Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre de la grande formation au potager de Potager Coach. Dans le chapitre précédent, on s'était intéressé à l'outillage nécessaire pour faire le potager en extérieur. Et dans cette vidéo-là, on va s'intéresser à l'outillage nécessaire pour faire ses propres plants. Donc voilà, c'est quelque chose dont on peut se passer quand on débute le potager. On peut partir de plants achetés dans le commerce. Mais si vous décidez de faire vos propres plants, ça va demander pas mal de matériel. Et on va regarder un peu tout ça dans cette vidéo. Pourquoi, comment. Et allez, c'est parti, on va faire le tour de tout ça. Alors pourquoi partir au potager avec des plants déjà tout prêts? L'idée c'est de pouvoir avancer sa saison, donc si il fait trop froid à l'extérieur pour pouvoir semer directement en pleine terre, donc l'idée c'est de faire des semis dans des environnements contrôlés où il fait plus chaud, et du coup on peut faire germer nos graines plus tôt, se développer nos plants, de sorte que quand les températures sont adéquates pour emmener la culture en extérieur, souvent ça va être autour des seins de glace, vers entre début mai et la mi-mai, on va arriver avec des plants déjà bien développés. Si on devait directement semer la graine au moment où la température est adéquate, en fait, ça nous amènerait beaucoup trop tard en saison et le cycle serait trop court. La plante aurait à peine le temps d'arriver à fruit, voire elle n'aurait pas le temps du tout, typiquement sur des poivrons ou des aubergines. Si on part pas de plants déjà tout prêts, on n'arrivera pas jusqu'à la récolte. Donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir allonger la saison, en fait, on triche un peu en faisant tout le début de la culture en fait dans un environnement artificiel, de manière à tricher un peu avec la plante, à lui faire croire qu'elle est dans des conditions agréables pour elle, alors qu'en fait en extérieur les conditions sont pas du tout encore propices à sa culture. L'intérêt également de faire des semis en contenant, c'est qu'on contrôle complètement l'environnement, donc on contrôle bien la température de germination et on donne vraiment à la plante vraiment des conditions parfaites pour elle, donc des conditions de température, mais pas que, des conditions de lumière également. On va pouvoir bien contrôler l'humidité aussi, et on regroupe tout dans un seul endroit assez restreint en fait, tous nos petits plantules qui après vont partir au jardin, ils vont pouvoir se développer, mais quand ils sont tout petits, au départ, ils prennent très peu de place, et donc on peut vraiment les serrer, et puis tout regrouper dans un endroit assez réduit par rapport à la taille du potager. Et j'ai oublié de préciser, en plus on va pouvoir leur donner des conditions optimales de sol, parce qu'on va pouvoir travailler dans des terreaux vraiment idéaux pour faire germer les graines, alors que en extérieur, dans notre sol potager, c'est pas forcément une texture aussi parfaite qu'un terreau à semis. Pour faire germer des graines assez délicates, là on met vraiment toutes les chances de notre côté. L'intérêt également de ne pas faire des semis en pleine terre, mais de passer par des contenants pour faire nos semis, c'est que on va optimiser la place au potager, c'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir des trous. Si on sème directement en pleine terre, il se peut qu'il y ait des endroits où ça germe pas, et on va se retrouver avec des trous dans nos cultures, alors que là, comme on aura fait germer précédemment dans des plants, là quand on va implanter au potager, on aura déjà les plants, et on est sûr d'avoir exactement une plante à chaque endroit où on a envie qu'il y en ait une. Donc ça nous économise de la place au jardin en évitant les ratés, ça nous économise de la place au jardin également, en nous assurant que les cultures soient au jardin le moins de temps possible. On peut vraiment enchaîner les cultures comme ça beaucoup plus rapidement que si on fait des semis directement en pleine terre. À chaque fois, on arrive avec des plants qui sont déjà bien avancés dans leur stade de culture, et on part pas de zéro, on part de quasi à peu près environ un tiers du temps de culture, et à chaque fois, du coup, on peut enchaîner plus de cultures. Là, on pourrait enchaîner sur l'année 2 cultures, là on va pouvoir en mettre 3 en fait, puisqu'on aura à chaque fois enlevé un tiers du temps de culture au jardin, on l'aura déporté du coup dans les pépinières à semis, et donc on maximise l'espace au potager. Alors l'intérêt également de faire nos propres plants soi-même, c'est qu'on va pouvoir protéger nos cultures, nos petits semis, des ravageurs, notamment des limaces et des escargots, qui raffolent vraiment des petits plantules et de à peu près toutes les plantes. Même par exemple, les limaces et les escargots n'aiment vraiment pas les tomates quand elles sont bien développées, mais au stade de plantule, elles vont même bien se régaler de ces plantes-là. Et puis toutes les autres également, donc voilà, ça me permet vraiment de protéger nos plants, de les mettre dans un environnement protégé des ravageurs. Ça va permettre également de protéger les graines, mais notamment par exemple des petits mulots, des campagnols qui vont pouvoir bien se régaler des graines de cucurbitacées. Moi ça m'est arrivé des mulots qui viennent aller chercher les graines de courgettes que je sème en pleine terre. Là on est dans des environnements protégés, et du coup nos graines sont protégées également. Alors la question qui vient ensuite, c'est pourquoi on cultive pas tout comme ça, et pourquoi on fait encore certains légumes en pleine terre. Alors pour certains légumes, il y en a qui n'aiment pas du tout le fait d'être déplacé, d'être repiqué d'un pot à un autre, et puis après d'être placé en pleine terre. Typiquement, les carottes font partie de ces légumes-là, donc ça va être des légumes qu'on va semer directement en pleine terre. Il y a des légumes pour lesquels ça vaut pas, le jeu en vaut pas la chandelle, typiquement des radis, des petits radis. S'il fallait s'amuser à repiquer les petits radis un par un au jardin, voilà, c'est quand même quelque chose qui est très chronophage, qui prend de la place
place dans les serres, hein, ça a un certain coût. Donc on essaie de le faire vraiment pour des légumes intéressants d'un certain volume. Donc généralement les tout petits légumes, hein, on va plutôt les faire en pleine terre. Il y a aussi plein de légumes qui souffrent assez peu la pression des ravageurs et qui ont des températures de germination très basses. On va pouvoir commencer très tôt en saison, comme les petits pois par exemple. Donc les petits pois, les fèves, souvent on fait ça directement en pleine terre. Mais on pourrait faire les deux, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait également les faire en contenant pour avancer un peu notre culture. Les deux se font. Voilà, mais là c'est pareil, les petits pois, ça demande de faire beaucoup de godets. Donc toujours pareil, hein, c'est un arbitrage à faire entre le temps et puis l'argent également, les coûts en terreau, l'équipement des serres et ce genre de choses. Donc c'est des compromis à faire à chaque fois entre le fait de pouvoir récolter plus tôt et puis la simplicité de juste faire un son semis en pleine terre et puis après on laisse pousser tout seul, ça ne demande aucune intervention supplémentaire. Si je fais un semis en contenant de petits pois, il va falloir que je sème mes petits pois en contenant, que je les fasse pousser, après il va falloir que je les emmène au jardin, donc je prenne les petits godets de petits pois un par un puis que je les repique en pleine terre, alors que si je fais juste un semis en pleine terre, je trace un sillon, je mets mes graines dedans, je referme et ça va pousser tout seul. Donc en faisant nos semis en contenant, on va gagner 2 semaines, mais ça va nous prendre 4 à 5 fois le temps qu'on aurait pris pour faire un semis en pleine terre. Donc voilà, c'est des arbitrages à faire. Alors souvent, ce qu'on va pouvoir faire, hein, c'est faire des semis du coup en contenant sur tout le début de la saison pour pouvoir avancer le début de la saison sur à peu près tous les légumes. Et après, quand la saison va avancer, qui va se mettre à faire plus beau, plus chaud, on pourra faire la deuxième session de culture d'un même légume. On pourra faire des semis en pleine terre. Donc c'est le genre de choses qu'on pourra faire par exemple pour des betteraves. Hein. On va faire un premier semis en contenant et puis le semis suivant, la température se sera réchauffée. On pourra le faire en pleine terre. Typiquement pareil pour des courgettes. Hein. Les premiers semis, on va les faire en contenant. Et puis si on refait un deuxième petit semis au milieu de l'année, au début de l'été, on pourra semer directement en pleine terre pour gagner du temps. Idem pour le potager d'automne, hein, on va faire les semis en pleine terre hein, pour se faciliter la tâche. Souvent en plus, tout l'équipement pour les serres, tout l'équipement qu'on utilise pour faire les semis en contenant, on le remise généralement une fois que la grande plantation est passée, et puis du coup après on travaille uniquement en pleine terre. Alors, il y a beaucoup de maraîchers qui eux vont travailler sur des semis comme ça toute l'année hein, pour optimiser l'espace, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, hein, pour pouvoir mettre un maximum de culture au mètre carré. Mais voilà, pour un petit jardinier particulier, si déjà vous faites tout le début de votre saison avec des semis en contenant, ça sera super, et puis après pour la suite vous pourrez vous faciliter la tâche et faire des semis directement en pleine terre. L'intérêt également des semis en pleine terre, une fois que la saison est bien avancée, c'est que généralement quand l'été arrive, hein, vers disons fin juin, début juillet, ça va dépendre des régions des uns et des autres, c'est que la pression des limaces et des escargots se réduit fortement en été, et on peut faire des semis en pleine terre, on risque pas de se les faire manger. Par contre là, il va falloir surveiller l'arrosage, mais on est quand même dans des conditions beaucoup plus faciles qu'en début de saison. Et donc voilà, on a bien compris que l'idée, ça va être de commencer plus tôt nos cultures, alors que les conditions extérieures sont pas encore favorables. Hein. Donc j'en reviens aux besoins essentiels des plantes, hein, qu'on a pu voir dans les premières vidéos de la formation. Nos plantes vont avoir besoin d'eau, donc on va faire attention à bien donner de l'eau à nos plantules. Les plantes vont avoir également besoin de température, donc une bonne chaleur, et pour la germination et après pour pouvoir se développer. Hein. Il va falloir leur garantir une bonne température de germination, et puis une fois qu'elles auront germé, s'assurer que la température ne descende pas trop. Hein. Y a beaucoup de plantes qui sont gélives, hein, qui vont mourir en dessous de 0 degré, voire même qui vont commencer à avoir des dégâts en dessous de 2 degrés, donc il va falloir leur assurer que la température ne descende pas trop, et qu'en même temps, la température soit assez proche quand même d'une bonne température de développement pour la plante, donc il va falloir quand même faire en sorte qu'elles aient de la chaleur, et également qu'elles aient de la lumière hein, pour faire de la photosynthèse, et bien se développer. Donc voilà, selon les types de méthodes qu'on va choisir, on va batailler plus pour essayer de fournir de la lumière ou pour fournir de la chaleur. Alors il faut avoir conscience hein, toujours que ça coûte beaucoup plus cher de fournir de la chaleur que de fournir de la lumière. Surtout si la source d'énergie de notre source de chaleur, c'est l'électricité. Hein. Si on prend un radiateur électrique, tout de suite c'est quelque chose qui va consommer plutôt de l'ordre de 700 watts, alors que une lampe d'éclairage qui va faire une lumière artificielle sur nos plantes va plutôt consommer de l'ordre de 25 watts. Ouais, donc voilà, 25 watts par rapport à 700 watts. Voilà, vous avez une idée un peu quand même de l'ordre de grandeur. Alors même si le radiateur ne va pas tourner autant que la lampe, globalement, ça coûte toujours beaucoup plus cher de chauffer que d'éclairer. Mais on verra quand même plus tard qu'il y a des méthodes de chauffage gratuites pour essayer de gratter quelques degrés sans que ça nous coûte rien.
Alors la méthode la plus simple, hein, la moins chère pour faire ses semis soi-même, ça va être assez adapté à des petits potagers. Hein. Dès qu'on va aller partir sur des potagers plus grands, ça va peut-être un peu fastidieux à suivre, mais bon, c'est faisable quand même. L'idée, ça va être de rentrer, sortir nos plants en fait, hein, pour profiter de la lumière du jour et puis leur garantir la nuit, qu'elles soient au chaud à l'intérieur, éviter qu'elles souffrent des températures vraiment très froides. Donc on va essayer de se positionner une fenêtre au sud, hein, qui prend bien la lumière, pour essayer de maximiser quand même la prise de lumière même quand elles sont à l'intérieur. Et puis ce qu'on va faire, c'est que dès qu'il va se mettre à faire un peu beau, eh bien on va essayer de mettre les plants, on va sortir nos plants à l'extérieur pour qu'ils profitent de la lumière naturelle. Donc dès que la température dépasse les 10 degrés, hein, c'est parfait, on peut essayer de sortir nos plants. Alors ça demande d'être présent, hein, forcément, il faut être là matin et soir, hein, pour les rentrer et les sortir. On peut faire ça avec quasiment zéro matériel, on peut utiliser des bacs de poissonnerie par exemple, les bacs en polystyrène, on peut utiliser également les sortes de petits plastiques transparents là, qui servent à empaqueter les croissants dans les supermarchés. Voilà, on peut bricoler avec des choses diverses comme ça. On peut faire de la récup également, un petit truc à savoir également, c'est que dans les cimetières, il y a une poubelle, hein, qui est réservée pour les pots, donc on peut essayer de récupérer des pots comme ça dans les cimetières, même si souvent les pots dans les cimetières sont plutôt de type rond, arrondi, donc c'est pas forcément le format idéal pour faire des semis. On peut récupérer des pots de yaourt également pour faire des petits godets individuels, hein. Donc on percera un trou au fond du pot de yaourt, hein, pour que ça draine bien. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne bien, des petits pots de yaourt en plastique. Voilà, on peut pas mal bricoler en mode gratuit en utilisant vraiment de la récup. Alors comme il va falloir rentrer, sortir les plants matin et soir, hein, je vous conseille dans ce cas-là d'avoir quand même des plateaux de transport, hein, pour pouvoir les manipuler facilement. On verra ça plus tard dans la vidéo, les plateaux de transport, quand on ira voir les serres. Voilà, mais c'est quand même quelque chose que je vous conseille d'avoir, parce que si vous devez prendre les petits plants un par un, en plus vous risquez du coup à chaque fois plutôt de les faire tomber, ce genre de choses. Donc avoir des grandes plaques pour les transporter facilement, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'avoir. Donc une belle fenêtre au sud qui prend bien la lumière, et voilà, après vous les sortez en journée quand vous pouvez. Alors il faut avoir conscience que très tôt dans la saison, donc janvier-février, le soleil est très bas sur l'horizon, et donc plus le soleil est bas, plus la lumière au mètre carré est diffuse en fait, hein, plus le rayon de soleil qui va arriver sur votre sol va s'étaler sur une surface grande, et donc moins il y aura d'intensité lumineuse au mètre carré. Et également, plus vous êtes au nord sur la planète Terre, plus cette inclinaison va être importante par rapport à si vous êtes au sud. Donc faut avoir conscience quand même que la lumière est quand même très faible à cette période de l'année, et ça peut être quand même intéressant d'essayer de complémenter quand même un petit peu avec de la lumière artificielle, donc faire un petit mélange peut-être de lumière du soleil, mais rajouter quelques heures de lumière artificielle le soir, hein. Je sais que j'ai pas mal d'abonnés sur Potager Coach qui ont commandé des petites lampes d'appoint. On en trouve à gauche, à droite, à des prix très raisonnables, que vous pouvez brancher du coup le soir pour rajouter un peu de lumière à vos plants. Mais bon voilà, avec ce genre de matériel, on peut vraiment s'en sortir à vraiment des tout petits prix, et puis se faire ses propres plants. Par contre, vous allez vite être limité par l'espace, hein, parce que les plants ça prend vite de l'espace derrière une fenêtre, et aller trimballer, les rentrer, les sortir. Vous allez voir que si vous commencez à avoir un potager assez grand, hein, au-dessus de 25 mètres carrés, 50 mètres carrés, là vous allez commencer à pas mal galérer avec la logistique, et ça peut être intéressant d'envisager de s'équiper un peu plus. Donc sur le fait que ça manque de lumière, hein, il y a quelque chose qui ne trompera pas, c'est que vous verrez que vos semis filent, hein, ce qu'on appelle filer. C'est-à-dire que la tige va être très fine, très longue, et on va voir la plante qui va s'étirer, essayer de se pencher du côté de la lumière, hein. Donc typiquement si c'est derrière une fenêtre, vous allez la voir qui va essayer de se pencher vers la fenêtre pour aller vers la lumière. Et donc ça c'est vraiment le signe d'une plante qui manque de lumière, hein, qui n'a pas assez d'éclairage. Donc voilà, ça c'est quelque chose à surveiller. Bon voilà, donc là on a vu le premier mode que vous pouvez utiliser pour faire vos propres plans, la méthode zéro budget qui va demander beaucoup de présence et puis de manutention. On va passer au deuxième mode qui va consister à tricher sur la lumière, qui va consister à faire nos plans en intérieur, dans une sorte de petite installation qu'on se sera bricolé dans une armoire. Moi ce que j'ai fait pour mes premières installations, puis j'en ai encore une autre d'ailleurs à mon appartement, c'est une sorte de meuble allongé Ikea, meuble Sniglar que j'ai adapté pour faire un petit meuble un peu sympa pour faire les semis chez soi dans mon appartement. On peut également s'installer ici, comme vous pouvez le voir là, un meuble directement dans une étagère, dans une armoire. Enfin voilà, on peut se bricoler pas mal de choses comme ça en intérieur. L'idée, ça va être de profiter du coup de la température qu'on va avoir en intérieur et de tricher sur la lumière. Alors voilà, ouf, là on en prend plein les yeux normalement.
Hop, est-ce que ça va réussir à s'ajuster? Voilà, là, ici, à cet endroit-là, on voit que en haut de mon meuble, j'ai des lumières artificielles qui vont, du coup, éclairer mon installation en dessous. Alors, je vais éteindre les lumières pour qu'on y voit un peu mieux. Et puis, en plus, j'imagine que ça doit faire clignoter l'image. Mais en vrai, ça clignote pas. Hein. C'est quand on filme des LED comme ça clignote. Mais en vrai, ça clignote pas. Et donc voilà, l'idée là, ça va être de profiter, comme je vous l'ai dit, de la température qu'on va avoir à l'intérieur. Hein. Souvent, en hiver, on a du chauffage et puis on va avoir 18-19 degrés en intérieur, voire plus pour les frileux. Et donc, on profite de ces degrés vraiment adéquats pour la germination de nos plants pour leur donner cette température que de toute façon on a déjà en intérieur. Et juste, on va complémenter avec un peu de lumière pour faire en sorte que les plantes aient tous leurs besoins réunis. Alors des fois, la température intérieure peut être un peu faible pour faire germer certaines graines qui peuvent être vraiment assez frileuses. Typiquement les graines de courge, du cucurbitacé, qui vont souvent avoir besoin de plus de 20 degrés, 21 degrés. Pareil pour faire germer des patates douces, les graines d'aubergine, de poivron également, qui ont besoin de pas mal de température. Donc des fois c'est un peu faible, donc on peut essayer de faire pré-germer nos graines du coup sur des radiateurs. On les met dans des sopalins humides, dans des boîtes étanches qu'on pose sur des radiateurs, et après du coup avec la température vraiment au-dessus du radiateur qui est plus élevée, elles vont mieux germer, puis après une fois que les graines ont germé, on les dépose délicatement dans des godets. Voilà, c'est une option, mais généralement les lampes chauffent quand même un petit peu et ça rajoute quelques degrés, et ça suffit généralement à apporter la température nécessaire. Alors pour ce qui est des lumières, souvent ce qu'on va utiliser, ça va être des LED, des barres de LED comme ça, qui vont éclairer du coup nos plants qui vont être situés en dessous. Donc c'est la méthode la plus sûre, la plus simple. On a souvent des connectiques vraiment très propres. Voilà, ça pas de risque d'électrocution avec des fils un peu dénudés qui sortent comme on pourrait l'avoir sur d'autres équipements. L'intérêt également, c'est que ça chauffe très peu, on peut les tenir à la main, on se brûle pas trop de risque d'incendie. Donc voilà, c'est vraiment un équipement que je conseille plutôt. C'est un peu plus cher à l'achat que certains autres types d'équipements, mais par contre ça consomme moins également. Donc voilà, moi je vous conseille plutôt d'utiliser des LED. Il y a d'autres types d'équipements, alors il y a notamment les lampes CFL que j'ai utilisées au début, mais ça c'est complètement suranné, je pense, comme équipement. Vous pouvez oublier ce genre de matériel. Et sinon, vous avez également des néons, les néons T5. Alors, c'est peut-être un peu moins cher à l'achat en équipement, mais après, il faut remplacer les néons régulièrement. Et ça peut vite chiffrer. Donc, je crois que sur la durée, des LED, c'est quand même ce qui se fait de mieux. Et puis, en termes de sécurité, c'est vraiment, moi, je trouve, le plus intéressant. Surtout que, là, voilà, cette gamme-là était encore assez chère, mais maintenant, ils font vraiment des gammes à des prix très abordables. Donc, notamment une dernière là, que je viens d'acheter, que je suis en train de tester, qui marche vraiment bien. Donc voilà, moi c'est vraiment l'équipement que je vous conseille. Alors ce que vous faites après, c'est que vous branchez tout ça sur un programmateur qui va se déclencher en gros 14 heures par jour. L'idée c'est d'apporter 14 heures de lumière à vos plantes. Alors si vous pouvez les sortir, vous pouvez réduire un peu cette durée d'éclairage. Mais globalement, on va être sur 25 watts. Une lampe comme ça va faire 25 watts. Donc les 4 ensemble vont vous faire 100 watts. Et avec ça, j'ai en gros une surface d'à peu près 1 mètre carré d'emplacement pour faire les semis qui sont éclairés. Donc voilà, vous mettez un petit programmateur comme ça qui va se déclencher de manière automatique pour faire en sorte que vous n'ayez pas à vous en occuper, que ça s'allume et que ça s'éteigne tout seul. Alors pour ce qui est de l'électricité, vous voyez, j'ai mis toute l'électricité au-dessus. On est sur un environnement, on va manipuler de l'eau et de l'électricité en même temps. Donc il faut faire vraiment très attention à la sécurité, au court-circuit, ce genre de choses. Il ne s'agit pas de se électrocuter et de mettre le feu. Donc vous voyez, tous les fils électriques, ils courent sur le plafond, ils sont accrochés au plafond de ma serre. Hop, voilà, là on voit le fil au fond là du radiateur, on en reparlera plus tard du radiateur. Ici là on voit toute la connectique. J'ai fait un trou au fond à la scie cloche où tous les câbles repartent au-dessus, voilà. Et donc j'ai pas de câble qui se retrouve sous le niveau de l'eau. Alors si jamais en plus voilà, vous avez des fils qui partent vers l'extérieur, ce que vous faites en sorte, surtout, c'est que vous n'ayez pas une sorte de ligne droite qui aille jusqu'à la prise. Vous essayez de faire un petit coude qui remonte et qui redescend, de manière que s'il y a une goutte d'eau qui coule le long du fil, elle se retrouve à un minimum, et puis qu'elle goutte avant d'atteindre la prise. Voilà, vous faites pas un fil tout droit, vous faites un fil qui descend puis qui remonte pour faire un blocage naturel aux gouttes d'eau qui pourrait essayer de glisser le long du fil jusqu'à la prise.
Alors pour optimiser la lumière également, ben, vous voyez là j'ai installé une sorte de plastique réfléchissant au fond, de sorte que toute la lumière qui viendrait taper contre le mur ben, soit renvoyée vers les plans. L'idée c'est vraiment de maximiser en fait l'utilisation de la lumière. Donc j'ai utilisé ce plastique là, ça s'appelle du Mylar, ça sert à notamment à faire les couvertures de survie, ce genre de choses. On en trouve à des prix très abordables. Là, sur celui-là, là, j'avais utilisé des sortes de plastiques collants de décoration qu'on trouve dans les Leroy Merlin ou les supermarchés de bricolage. Là, dernièrement, j'ai acheté une sorte de d'isolant thermique pour les radiateurs pour ma nouvelle serre. Je trouve que ça va être plus intéressant parce que là, on est sur vraiment des choses très fines, hein, comme des feuilles d'aluminium. D'ailleurs, vous pouvez utiliser des feuilles d'aluminium. Pareil pour le Mylar, hein, c'est quelque chose de très fin. C'est quasiment, c'est du papier. Je vais essayer d'utiliser un matériau un peu plus épais je pourrais juste clouer contre les planches en bois de mon nouveau meuble. Voilà, donc il y a plein de manières hein, de faire ça. Hein. Il y a plein d'équipements pour réfléchir la lumière. Et ça vous permet d'optimiser du coup les photons issus de vos LED. Alors la chose à savoir également quand vous faites des semis comme ça en intérieur, c'est que les conditions sont vraiment très artificielles pour les plants. Elles poussent avec une lumière qui n'est pas très naturelle. Et si vous les sortez directement au jardin, qu'elles se retrouvent directement sous les UV du soleil, elles risquent de brûler, vraiment d'avoir du mal. Donc il y a une période d'acclimatation qui est nécessaire hein, quand on fait des semis comme ça en intérieur pour après les mettre au jardin. D'autant plus qu'ils sont très avancés. Quand ils sont encore petits, l'acclimatation est moins violente à faire, mais plus ils sont avancés, plus cette acclimatation va être importante. Vous essayez de les sortir petit à petit en extérieur, en journée, donc en les mettant un peu à l'ombre au début, puis de plus en plus au soleil, quelques heures comme ça par jour, pour qu'ils prennent de plus en plus les UV, puis qu'ils s'habituent du coup à des conditions extérieures. Donc on est quand même sur des conditions très artificielles, notamment d'éclairage. Et c'est pas forcément idéal hein, de conduire intégralement des plants comme ça sous lampe et puis après de les emmener au jardin. Voilà, moi je préfère faire ça en 2 étapes. Mais pour la première étape de germination et puis vraiment très tôt en saison, on est vraiment sur des conditions super sympas pour faire nos propres plants. Alors souvent, ce qui peut se passer également, c'est que nos plants se retrouvent trop loin des lampes hein, pour avoir suffisamment de lumière. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des sortes d'installations pour essayer de rehausser nos plants, les remonter. L'idée, c'est que, en gros, il y ait 25 cm entre la lumière et puis le plant. Alors bon, c'est toujours assez compliqué à calculer. Il y a des histoires de lumens, d'intensité lumineuse. Voilà, c'est pas forcément très simple, mais globalement, si vos plants sont à 25 cm en gros de la lampe, normalement vous êtes pas mal et ça devrait bien pousser. Si vous êtes trop loin, voilà, essayez de les rehausser un petit peu. Par contre, ne les mettez pas trop près parce que là déjà vous risquez de faire chauffer vos matériels pour les semis, hein, vous pouvez le faire fondre. Et puis les plantes auront trop de lumière, elles vont avoir trop de chaleur, elles vont pas apprécier. Donc voilà, il y a une bonne distance à trouver. Et alors, chose importante hein, sur ce genre d'installation également, c'est qu'il faut faire en sorte que ça aère un peu, que ça ventile, hein, éviter que ça soit complètement étanche, que l'air ne sorte pas. Donc, faut pas hésiter à ouvrir hein, régulièrement si vraiment c'est quelque chose d'étanche. Hein, si vous avez fait quelque chose dans un vieux réfrigérateur, je sais qu'il y en a qui ont fait ça dans ce genre d'équipement-là. Voilà, faut pas hésiter à ouvrir. Là, vous voyez, là ici, j'ai une installation avec juste des tissus qui ferment. Donc voilà, ça respire, hein, l'air il peut rentrer, sortir. Donc c'est étanche mais pas trop non plus. Voilà, on est sur quelque chose quand même qui permet que ça aère, que ça ventile et puis régulièrement voilà, faut ouvrir pour que changer l'air. Alors pour ce qui est de la température, normalement on profite du coup de la température intérieure de notre logement. Donc généralement on a des températures suffisantes pour la plupart des légumes, mais il y a certains légumes qui sont frileux, hein, qui pourraient demander un peu plus de température. Donc pour ça, on a des équipements hein, pour pouvoir se rajouter quelques degrés, notamment des tapis chauffants. Voilà, ce genre de tapis là qu'on va brancher et qui vont chauffer un petit peu par le dessous. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus économe en termes de chauffage. Moi en intérieur, j'évite d'en mettre quand même. J'ai entendu des gens parler de problèmes de sécurité avec ce genre d'équipement, notamment certains qu'on presque pris feu, genre de choses. Donc voilà, moi je préfère éviter ces équipements que j'aime pas trop utiliser. Voilà, mais il y en a quand même beaucoup qui les utilisent. Et puis par contre, si vous les utilisez, utilisez-les branchés sur une prise thermostat. Et vous mettez la sonde du thermostat dans le terreau des godets qui sont posés sur le tapis chauffant, de manière à vous assurer que ça se déclenche vraiment que quand la température est trop basse et que ça tourne pas en permanence.
D'ailleurs, on va en parler de ça, c'est les prises thermostat. Voilà, c'est un appareil très intéressant hein, pour les serres intérieures et puis même les serres extérieures. L'idée, c'est d'avoir une prise qui se déclenche quand une température atteint un certain seuil et s'éteint quand la température dépasse un autre seuil. Donc ça peut être à la hausse comme à la baisse. Alors là, ce qui va nous intéresser ici, ça va être à la baisse. Hein. Si la température descend de trop, l'idée, c'est de déclencher un chauffage hein, pour garantir une température minimale. Alors ici, on est sur une serre intérieure, hein, donc on veut vraiment une bonne température pour la germination, donc une température importante. Donc on va pas hésiter à les taper dans les 18, 19, 20 degrés, voire au-delà, hein, si on fait des semis de poivrons, ce genre de choses. Donc moi, ce que j'ai installé ici, dans cette serre intérieure, là, c'est un radiateur soufflant, qui est branché sur une prise thermostat et une deuxième prise thermostat, donc je l'ai doublé, hein, pour voilà, vraiment être sûr que il n'y ait pas de risque d'incendie, qu'il y ait une prise qui se bloque et que le radiateur reste déclenché en permanence. Voilà, j'ai doublé l'installation. Le radiateur est posé en hauteur sur quelque chose de bien stabilisé, ça peut pas bouger là. Et ce que je fais en sorte que l'air du radiateur soit orienté plutôt vers le haut. Voilà, de manière à pas souffler directement sur les plants parce que ça pourrait vraiment les brûler. Et puis généralement, du coup, quand je mets des plants avec le radiateur, je laisse les couvercles pour éviter que l'air du radiateur vienne souffler directement sur les plants. Puis du coup, leur mettre des mauvaises conditions pour se développer, hein, ce qui fasse vraiment trop chaud. Ce que je fais également, c'est que je surélève du coup. Tout ça, vous voyez, c'est posé sur des plateaux. Ou là, par exemple, là, j'ai une mini serre fermée. Ce que je fais, c'est que c'est posé sur des bouts de bois surélevés de manière à ce que l'air du radiateur puisse bien circuler partout et notamment repartir après en dessous. Partir de là, hop, ça va en haut, là, ça vient buter au fond, puis ça peut repartir après en dessous, de manière à ce que la température soit idéale tout autour de notre contenant, surtout en dessous, hein, puisque c'est en dessous que se trouve le terreau et nos graines, et on ne veut pas forcément spécialement que l'air soit chaud, mais plutôt le terreau. Donc voilà, si vous partez sur une méthode comme ça de chauffage par l'air, faites en sorte quand même que l'air passe bien tout autour, de manière à bien chauffer l'intégralité de votre contenant, surtout si en extérieur, là vous voyez là c'est une buanderie qui est plutôt fraîche, surtout en début de saison. Là, la température extérieure va être fraîche et donc par en dessous, voilà, ça va faire du froid. Et donc si je pose directement ça sur la planche qui est en contact avec l'extérieur, la température en fait à l'intérieur de mon godet sera pas forcément très élevée. D'où l'intérêt de surélever ça pour les mettre vraiment dans une sorte de cocon de chaleur. Alors ça peut paraître énergivore hein, comme installation, mais en fait le radiateur tourne pas très souvent. Hein. Il doit se déclencher quelques secondes toutes les 5 minutes. Donc c'est vraiment pas très très consommateur d'énergie. Et ça suffit sur un petit espace comme ça, le maintenir à 21, 22 degrés. Et comme ça, tout germe bien, tout se développe bien. Alors on joue un peu sur la température hein, selon ce qu'on a dans notre meuble. Hein. Si on a des légumes vraiment frileux, surtout en début de saison, on va faire nos poivrons, nos aubergines. Là, on n'hésite pas à mettre un petit peu de chaleur. Et puis après, une fois que on passe sur des légumes un peu moins frileux ou que tout a bien germé, une fois que ça a germé, on peut réduire un petit peu, redescendre à 20, 19, 18. Voilà. Après, si vous êtes en intérieur et que vous avez une bonne température, c'est pas forcément quelque chose d'indispensable de rajouter du chauffage. Donc voilà, j'ai rallumé les LED, hein, là ça va clignoter un petit peu à l'image, hein, désolé pour cet effet un peu stroboscopique. Voilà, c'est pour vous montrer l'installation, voilà, avec les rampes allumées. Hop, le chauffage, alors là je l'ai débranché, je l'ai éteint pour la vidéo, mais voilà, là je l'allume et il se déclenche. Là vous voyez ici, là il fait que 11,5 degrés là. Hop, voilà, on voit la température qui monte normalement. Voilà, et ici on a le deuxième, voilà, hop, voilà, ça s'est arrêté. Voilà, et là on a le deuxième thermostat, deuxième prise thermostat, donc voilà, je me suis mis une double sécurité, hein, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est vraiment pour me sécuriser, être sûr que cet équipement ne pose pas de problème, notamment si je suis pas là ou que je suis en train de dormir la nuit. Voilà, j'ai pas envie que la maison prenne feu. Donc voilà, on a vu l'installation avec les semis en intérieur, où on triche sur les lumières plutôt que de tricher sur la température. Donc là, l'espace est quand même très restreint dans ce genre d'installation, il coûte relativement cher. Là, vous voyez, là j'ai à peu près 1 mètre carré d'espace. Il y en a à peu près pour 60 € de lampe. Le programmateur, ça va coûter 10 €. Alors là, le programmateur que je vous ai montré, c'est un peu une vieille version. Il y en a des mieux maintenant, même qu'on peut programmer via le téléphone et tout. Le dernier que j'ai acheté, voilà, ça coûte une dizaine d'euros. C'est vraiment beaucoup plus pratique d'utilisation. Mais voilà, on est quand même déjà sur 70 € de matériel juste pour les lampes. Plus après, tout ce qu'il y a autour, un peu, il faut le petit meuble à semis, l'espace en intérieur, le fait de mettre les plastiques réfléchissants, avoir également des petits plateaux pour poser du coup
notre équipement, tout ça, donc voilà, ça demande un peu de matériel. Et puis alors si en plus vous rajoutez du coup la partie chauffage, hein, avec les prises thermostat, le radiateur soufflant, tout ça, vous pouvez rajouter encore une 50aine d'euros pour ça. Donc voilà, c'est quand même un petit budget à mettre en place, mais bon, ça fonctionne bien, et puis après ça fonctionne vraiment quasiment en automatique. On fait notre semis, on pose notre semis, et après il n'y a plus grand chose à faire, ça fonctionne tout seul. Donc voilà, on vient de voir précédemment comment on pouvait faire en trichant sur la lumière. Là, on va regarder comment on peut faire en trichant sur la température, avec des serres extérieures. Donc l'idée, ça va être d'avoir une sorte de structure un peu fermée, bien transparente, qui laisse passer la lumière, qu'on va mettre en extérieur, et on va profiter du coup à fond de la lumière du soleil. Donc il faut choisir un emplacement vraiment bien ensoleillé, hein. L'idée c'est de vraiment maximiser la prise de soleil, hein, donc pas d'emplacement au nord, même l'ouest à l'est, hein, vous allez vous perdre quasiment la moitié du soleil de la journée. Donc là c'est vraiment un emplacement bien au sud, sur un mur bien au sud qui prend bien également la chaleur en plus, voilà, pour vraiment maximiser la prise de lumière par la serre. Surtout que, comme je vous l'ai dit, en début de saison, le soleil est très bas à l'horizon, et donc la quantité de lumière au mètre carré est vraiment très étalée, et donc elle est relativement limitée. Donc il faut vraiment maximiser la prise de lumière de votre serre. Donc sur la lumière, du coup, pas de problème d'éclairage, mais par contre, on va avoir un problème de chauffage, hein, parce que les serres en journée peuvent chauffer pas mal, hein, parce que ça fait un effet de serre, hein, la température chauffe à l'intérieur, mais par contre, la nuit, ça protège à peine du froid extérieur. Alors, ça protège quand même du vent, hein, le vent glacial qui va pas venir taper sur vos plants, et vous avez quand même un petit bonus de, on va dire, 1 degré par rapport à la température extérieure, mais au plus froid de la nuit, hein, généralement juste avant le petit matin que le soleil se lève, c'est là qu'il fait le plus froid. Là, vous aurez une température dans la serre qui va être quasiment identique à la température extérieure. Donc, si vous avez une température extérieure de -2, -5 degrés, eh bien, il va faire quasiment la même température dans la serre, et ça peut être vraiment beaucoup trop froid pour vos plants, notamment vos cultures d'été, qui vont avoir besoin d'une température minimale. Normalement, en dessous de 0 degré, ils meurent. Mais voilà, même des aubergines, des poivrons, en dessous de 2 degrés, ils vont commencer à vraiment pas aimer, et ils peuvent vraiment avoir des dégâts. Donc il faut essayer de faire en sorte de garantir que la température ne descende pas en dessous, on va dire, de 2 degrés. Moi je vous dis même plutôt 4-5 degrés par sécurité. L'idée c'est que vraiment les plantes ne soient pas traumatisées, hein, qu'elles ne subissent pas des chocs, hein. Le fait de traumatiser une plante, vous n'allez pas l'endurcir, hein, vous allez juste l'abîmer, elle va produire moins derrière. Donc voilà, il faut vraiment faire en sorte que vos plants à aucun moment se retrouvent dans des conditions à être stressé comme ça par le froid. Vous reconnaîtrez ça très facilement, typiquement sur les tomates, hein, si vous avez des tomates qui deviennent violacées avec des feuilles toutes petites, toutes fines, dressées vers le haut, genre de choses. Voilà, ça c'est typique, hein, d'une tomate qui a pris le froid et qui a du mal à se déployer, et qui du coup fait un blocage de phosphore à cause du froid. Mais voilà, donc il faut faire très attention à cette température minimale, et donc du coup il va falloir garantir que la température ne descende pas trop dans la serre. Alors pour ça on va pouvoir utiliser plusieurs stratégies, des plus ou moins chères d'ailleurs, et on va regarder ça. Donc la première stratégie, hein, ça va être la même qu'à l'intérieur, hein, ça va être d'utiliser un radiateur soufflant branché sur une prise thermostat. Donc là l'installation n'est pas encore en place, mais normalement voilà, je mets le radiateur soufflant en bas à gauche, là vous voyez sur les petits pavés, les petits pavés là qui évitent que ça bouge, et puis j'amène hop, la sonde jusqu'ici, voilà, que je mets dans une sorte de petit boîtier qui est à l'abri de la lumière, hein, pour éviter que ça chauffe avec la lumière, que ça prenne bien la température à l'ombre. Et quand la température descend en dessous de 5-6, moi je crois que j'ai même mis 7 degrés, le chauffage se déclenche et refait monter la température dans la serre. Et voilà, ça c'est la première méthode qu'on peut utiliser pour refaire monter la température. Alors ce qu'on va pouvoir utiliser également, ça va être les tapis chauffants, hein, comme à l'intérieur. Toujours pareil, avec une prise thermostat pour s'assurer que ça s'arrête quand la température a suffisamment monté. Ce qu'on va pouvoir utiliser également pour gagner de la chaleur, ça va être de rajouter des couches, de faire des effets de serre sur des effets de serre sur des effets de serre. Donc vous pouvez déjà mettre vos semis dans des petites boîtes avec des couvercles fermés, de manière à essayer de gratter un peu de température. Attention par contre à pas faire ça si vous êtes directement en extérieur, ou que vous avez une serre qui ne diffuse pas la chaleur ou qui prend directement les UV. Là vous risquez ça risque de cuire à l'intérieur de votre mini-serre. Donc voilà, ça c'est faire attention. Ce genre de mini-serre là, vous utilisez ça que si vous avez une lumière diffusante et que vous n'avez pas les UV qui viennent taper directement dedans, sinon ça peut monter très haut. J'avais fait un semis de riz quand je vous ai fait la série de vidéos sur la riziculture, que j'avais mis comme ça en plein soleil, et c'était monté peut-être à 70 degrés à l'intérieur. Vraiment ça a chauffé très fort. Donc voilà, faites attention avec les mini-serres. Alors, ce que vous pouvez utiliser également, donc là c'est un tout petit voile, mais vous pouvez essayer de rajouter du coup
une sorte d'effet de petit voile par-dessus. Vous pouvez faire des tunnels nantais à l'intérieur de vos serres, genre de choses. Donc l'idée, toujours pareil, c'est de faire des effets de serre sur des effets de serre sur des effets de serre, de manière à essayer de gratter quelques degrés. Alors la température va baisser, mais en gros, on peut considérer que pour chaque couche de serre que vous allez rajouter, vous pouvez peut-être gratter un demi-degré, 1 degré par rapport à la température minimale pour éviter que ça descende. Donc si vous multipliez comme ça la serre, plus disons, vous mettez ça après dans un tunnel nantais, dans votre serre, et qu'après vous mettez ça dans des petites serres fermées comme ça, vous pouvez gratter 2-3 degrés par rapport aux températures minimales extérieures sans que ça vous coûte rien. Alors autre technique pour gratter de la température, ça va être de faire des couches chaudes. L'idée, ça va être de mettre de la matière organique qui se décompose, qui fermente, et puis quand vous avez un tas de matière organique qui se décompose, ça génère beaucoup de chaleur. Les bactéries qui vont manger votre matière organique vont beaucoup chauffer en fait, et l'idée, ça va être d'après de rajouter un petit peu de terre par-dessus, de faire vos semis dans cette terre par-dessus cette matière organique qui se décompose. Donc ça, c'était la technique que les gens utilisaient avant qu'il y ait toute la modernité, l'électricité, enfin toutes ces choses-là. Les gens utilisaient cette technique-là pour gratter de la chaleur avec les moyens du bord. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais voilà, par contre c'est temporaire, le temps que cette décomposition se fasse, et puis après elle va s'éteindre, donc la couche chaude va refroidir. Moi, ce que je vais essayer de faire cette année, c'est de mettre de la tonte de gazon dans une grande poubelle noire de 80 litres, et puis je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais de mettre un gros tas d'herbe, et puis d'attendre quelques heures, vous revenez le lendemain, vous mettez votre main dedans, et vraiment c'est très très chaud, ça peut monter vraiment très fort en température. Et donc l'idée, ça va être juste comme ça, de mettre de l'herbe dans une grande poubelle, et puis de mettre la poubelle dans la serre, et puis voir dans quelle mesure ça rajoute de la température dans la serre. Ça va faire comme un chauffage en fait, naturel, qui coûte rien. Alors j'ai un peu peur par contre de l'odeur, ça c'est ça qui me fait un peu peur. Mais par contre sur l'efficacité du coup de la poubelle qui chauffe, là moi je suis pas trop inquiet là-dessus. À mon avis, ça va rajouter pas mal de température, peut-être même un peu trop d'ailleurs, à voir. On fera un test. Alors, autre méthode que vous pouvez utiliser également pour gratter quelques degrés dans vos serres, ça va être ce qu'on appelle l'inertie thermique. Donc l'idée, ça va être de mettre des matières qui vont être capables d'emmagasiner beaucoup de la chaleur de la journée, et qui après, la nuit, vont la restituer, vont la diffuser doucement à l'intérieur de votre serre. Donc vous pouvez mettre par exemple des grands bidons que vous allez peindre en noir, puis remplis d'eau, et puis en journée, l'eau va accumuler la chaleur qui est présente en journée dans la serre, parce que en journée, ça peut chauffer très fort, ça peut être un problème, d'ailleurs on en parle tout de suite après. Et donc toute cette chaleur là va être le bidon va se réchauffer avec la chaleur de la journée, et puis la nuit il va rediffuser cette chaleur. Quand la température de la serre va passer en dessous de la température du bidon, le bidon va rebalancer de la chaleur à l'extérieur, et comme ça vous avez de l'inertie thermique, c'est à dire que votre serre, au lieu de faire des grands pics comme ça de chaleur entre le jour et la nuit, elle va quand même monter très fort en chaleur, parce que le bidon ne va pas empêcher que la chaleur monte. Par contre la nuit, elle va descendre beaucoup moins bas. Donc voilà, c'est une manière très simple également de gratter des degrés et d'éviter d'aller taper dans les températures négatives. Mais voilà, ça demande de l'espace, l'inertie thermique, il vous faut du volume pour pouvoir accumuler cette chaleur. Donc vous perdez du volume dans votre serre, juste à mettre en place des choses volumineuses qui capturent la chaleur de la journée pour la redonner la nuit. Et donc on l'a évoqué, mais une des problématiques qu'on va avoir dans ces serres-là également, c'est que ça peut chauffer très fort en journée. Plus le volume de votre serre va être important, plus les oscillations de température vont être douces, plus le volume va être réduit, et plus ça va monter et descendre très vite. Donc sur une serre armoire comme ça, qui est justement conçue pour essayer de minimiser le volume de la serre, pour minimiser le chauffage quand il fait très froid, ça peut monter très fort en chaleur en journée. Donc là, moi, ce que j'ai installé sur cette serre-là, du coup, c'est des ventilations. Des ventilations automatiques qui se déclenchent là encore avec une prise thermostat, mais cette fois une prise qui va se déclencher quand la température dépasse un certain seuil, donc au-dessus de 30 degrés. Généralement la prise se déclenche, et du coup les ventilations se déclenchent également et sortent l'air chaud pas en haut, parce que l'air chaud monte, donc j'ai plusieurs ventilateurs en haut qui vont sortir l'air chaud, puis j'ai un ventilateur en bas qui va se rentrer de l'air froid de l'extérieur, et va faire tourner l'air comme ça. Et ça évite que ça monte trop aux chaleurs. Alors, ce que vous pouvez utiliser également, c'est des pistons qui servent à ouvrir automatiquement les ouvrants de serre. Donc ça va être généralement sur le toit des serres. Vous avez des sortes de petites fenêtres, et vous mettez des pistons comme ça qui s'ouvrent. Dès que la température monte un peu trop, le piston pousse en fait avec la température, la pression augmente dans le piston, et ça pousse votre fenêtre et ça ouvre, et ça fait en sorte que la chaleur s'évacue. Et puis sinon, vous avez la possibilité d'ouvrir et de fermer vos serres, mais là voilà, ça demande d'intervenir manuellement. Dès que la température monte trop, il faut être présent pour ouvrir, et puis après pour refermer la serre une fois que la température a baissé.
Et donc là, du coup, ça demande de la présence et on ne peut pas s'absenter. Si jamais il y a un gros coup de soleil, il faut être là pour pouvoir ouvrir et fermer la serre. Et alors dans les serres également, c'est important d'ouvrir et d'aérer pour l'humidité, hein, éviter qu'il y ait trop d'humidité qui s'accumule dans la serre. Et notamment après, ça peut condenser du coup sur les fenêtres et puis après couler sur les plans et tout. Donc voilà, faire ventiler les serres hein, si on peut, ça peut être pas mal, ça permet de renouveler l'air et puis éviter qu'il y ait trop d'humidité qui s'accumule dedans. Alors sur les serres extérieures, comme ça également, attention aux ravageurs, hein, dans ces environnements-là, comme ça, qui chauffent bien, avec une bonne température et tout, clos. Vous pouvez avoir des ravageurs qui vont se développer sur vos plans, hein, ça peut être par exemple des pucerons, des alerodes, ce genre de choses. Comme en plus c'est fermé, qu'il n'y a pas de ravageurs pour les contrôler, que la température est vraiment idéale, souvent ce que vous allez avoir c'est que juste avant de partir au jardin, vous allez avoir des plants qui vont être un peu infestés de pucerons, ce genre de choses. Alors moi ce que j'aime bien dans cette serre là, c'est que j'ai des lézards hein, qui s'y sont installés, hein, il fait chaud, ils se régalent et puis souvent du coup je les vois se balader et je pense qu'ils contrôlent pas mal en fait la population de ravageurs. J'avais eu même un gros lézard vert, hein, une espèce protégée, une fois qu'il s'était installé comme ça dans ma serre. Donc sur le contrôle des ravageurs, ça avait bien aidé. Mais voilà, il faut avoir quand même conscience que dans ces milieux artificiels, où on met vraiment toutes les conditions idéales, quasiment tropicales, pour que les plantes se développent, et il n'y a pas que les plantes qui vont se développer, il y a pas mal de ravageurs qui vont s'y plaire également. Donc voilà, il faut, si possible, que vous ayez des problèmes de ce côté-là. Moi, comme je vous dis, j'en ai eu, mais généralement c'était tout de suite, juste avant que ça parte au jardin, et puis après, une fois que ça part au jardin, la nature s'en occupe, et les pucerons disparaissent dans les quelques jours qui viennent, et ça n'a jamais posé trop de soucis. Mais bon, voilà, c'est quand même des choses que j'ai pu constater, donc je préfère vous en parler. Et donc pour ce qui est du développement de vos plants, hein, pour qu'ils se développent bien, il va falloir qu'il y ait un bon équilibre qui se fasse entre la quantité de lumière que le plant reçoit et la température dans laquelle il se développe. C'est vraiment cet équilibre-là qui va faire que le plant se développe bien et qui ne file pas. Donc typiquement, s'il y a une température assez élevée et qu'en même temps il y a très peu de lumière, là le plant va filer vraiment à vitesse grand V, hein, il va faire une grande tige comme on en a parlé précédemment et puis se diriger vers la lumière. Pour essayer de capter un petit peu de lumière. Donc là, c'est typiquement ce qui peut vous arriver en intérieur. Si vous avez une bonne température de 18-19 degrés et qu'en même temps la lumière est très faible, il y en a très peu dans la journée et que vous laissez juste vos plants derrière une fenêtre, ça peut être assez insuffisant. Il vaudrait mieux d'ailleurs que vos plants aient plus froid, que la température soit plus basse et ils fileront un peu moins que d'avoir une super température et une lumière pas adéquate. A l'inverse, si vous avez beaucoup de lumière, une température plutôt basse pour que vos plants se développent, là ce qui va se passer, c'est que vos plants vont devenir très trapus, ils vont développer une tige assez costaud et se développer très doucement. Et donc vous allez avoir des interneux, c'est-à-dire l'espace entre deux feuilles, qui vont être assez réduits, assez petits, et des plants très trapus qui vont être très costauds après au jardin. Et à l'inverse, hein, sur des plants qui filent, vous allez avoir des interneux très grands, et puis une tige très fine, avec une plante qui file. Donc voilà, il vaut peut-être mieux avoir moins de température et beaucoup de lumière que l'inverse, c'est-à-dire avoir beaucoup de température et peu de lumière. À choisir, il vaut mieux avoir des plants plus trapus que des plants qui filent. Mais bon, l'idéal, ça reste encore d'avoir des plants bien équilibrés, avec le bon équilibre lumière-température. Donc voilà, faut bien avoir ça en tête, que vous pouvez avoir des plants qui se développent bien, même avec une température assez faible. Hein. Alors, faut passer l'étape de la germination quand même, hein, parce que pour la germination, il y a besoin d'une température minimale, mais après, une fois que le plant a germé, tant que vous restez au-dessus du zéro de végétation, il va se développer, et même avec une température assez faible, il va pousser, mais par contre, voilà, il va pousser doucement, il va faire un plant très trapu, après, que vous allez pouvoir installer au jardin. Alors sur les différents types de serres extérieures qu'on va pouvoir utiliser, alors il y a les petites serres légères qu'on va pouvoir souvent acheter dans les magasins de bricolage. Moi il y a une serre que j'ai beaucoup utilisée, une petite serre un peu, on en trouve d'ailleurs chaque année chez Lidl, en propose une autour d'une cinquantaine d'euros, une serre qui fait 1,4 m² au sol. Et qui fait pas mal de travail avec des petites étagères sur les côtés et tout, avec un plastique quand même très fin, hein, donc en termes d'isolation thermique par rapport à l'extérieur, c'est quasiment nul, c'est quasiment zéro, donc au plus froid de la nuit, hein, la température va vraiment être celle de l'extérieur. Alors vous évitez le vent, comme je vous l'ai dit précédemment, mais il ne faut pas s'attendre à ce que vous ayez une protection contre le plus froid de la nuit.
Donc voilà, c'est typiquement le genre de serre si vous utilisez ça. Donc soit vous mettez un chauffage dans la serre, mais alors là vous risquez vraiment de chauffer les oiseaux. Moi j'ai fait ça il y a quelques années, mais bon l'énergie n'était pas au prix qu'elle est aujourd'hui. Et puis bon, je pense que j'ai quand même pas mal chauffé les oiseaux. Donc ça c'est une possibilité. Ou sinon dès qu'il se met un peu, ils annoncent du froid, il faut rentrer les plants et puis les ressortir dès que le froid est passé, ou en journée, les rentrer et puis essayer de les mettre derrière une fenêtre bien orientée au sud et tout. Mais si vous avez beaucoup de plants et que vous n'avez pas prévu ça, vous n'avez pas d'emplacement pour, vos plants ils peuvent passer 2-3 jours parfois quasiment à l'ombre en intérieur, et puis après vous les ressortez et tout. Bon, c'est pas fifou, mais ça marche, hein. Moi j'ai fait le potager de 100 mètres, 200 mètres carrés comme ça pendant quelques années. Je suis monté à 2 serres comme ça, donc une chauffée, une pas chauffée. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, celle chauffée, elle chauffait pas mal les oiseaux. Donc c'est pas forcément idéal. C'est peu cher en termes d'investissement, mais par contre après en termes de logistique et puis de coût d'exploitation, surtout si vous chauffez avec un chauffage, ça peut vite monter. Mais bon, voilà, c'est des serres qui sont pratiques, qui dépannent bien. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas les laisser toute l'année en extérieur. Ces serres, c'est des serres vraiment très fragiles, avec des tubulures vraiment très fines, avec des fixations en plastique et tout, qui peuvent facilement casser. Donc si vous les laissez en hiver, avec les tempêtes d'hiver, ou même en été, avec les UV qui vont taper sur la bâche elle va s'abîmer, c'est pas des bâches super costauds. Donc moi, ce que je fais, c'est que ça se monte et ça se démonte très facilement, hein. Ça se monte en même pas 1 heure, et ça se démonte en 20 minutes. Donc moi chaque année, je les montais quand il était temps de sortir les plants, et puis une fois que les plants étaient partis au jardin, je redémontais la serre et puis j'allais la ranger. Voilà, et donc du coup la serre restait 2 mois en gros au jardin, de mi-mars à mi-mai, en gros elle était au jardin, puis le reste de l'année elle n'était pas là. Et ça permet du coup de garder ces serres année après année sans qu'elles s'abîment. Alors la version au-dessus de ces serres-là, ça va être les serres avec des structures en aluminium. Les serres, vous allez avoir des serres en verre, hein, très belles, ou alors des serres avec des plaques en polycarbonate. Alors c'est des serres assez chères, c'est très esthétique, c'est très beau, mais par contre c'est très cher et c'est pas forcément super efficace. Déjà le verre, lui, il est complètement transparent. Bon, le polycarbonate non, mais le verre il est transparent, donc il n'est pas diffusant, donc la température, donc la lumière va taper vraiment directement sur vos plants. Donc vous ne pouvez pas utiliser des mini-serres avec des couvercles, comme je vous ai montré précédemment. En plus de ça, le verre est vraiment un très mauvais isolant thermique, donc en termes de préservation de la température au plus froid de la nuit, la température dans votre serre en verre sera vraiment la même que celle en extérieur. Alors, des plaques en polycarbonate alvéolaire, ça isole un peu mieux, hein, parce qu'on est sur des plaques avec 2 couches de plastique, avec de l'air entre les 2 couches de plastique, donc c'est un peu comme du double vitrage. Mais souvent sur ce genre de serre, ça va être des plaques d'un polycarbonate alvéolaire de 4 mm d'épaisseur. Donc déjà elles sont pas très solides, hein. Souvent dès qu'il y a un coup de vent, un coup de tempête, ces plaques là elles plient et cassent. Elles résistent pas bien dans le temps, en plus elles finissent par s'abîmer. Et puis avec 4 mm forcément ça isole moins qu'avec des plaques en polycarbonate alvéolaire de 1 cm. Voilà, la couche d'air entre les 2 plaques est plus fine. Mais à choisir, je conseillerais presque quand même du polycarbonate alvéolaire plutôt que du verre en termes d'efficacité. Mais voilà, l'esthétique n'est pas du tout la même. Surtout que les serres en polycarbonate alvéolaire, quand même, elles vieillissent très mal. Hein, donc voilà, bon après c'est des choix à faire. La serre, quand même, le meilleur rapport qualité-prix en termes de serre extérieure que vous pourriez avoir, ça va être la serre tunnel. Donc les sortes de serres en demi-cercle, comme ça. Voire un peu plus qu'un demi-cercle, puisque maintenant vous avez des débuts d'arceaux qui sont droits, puis qui se mettent à plier après. Donc c'est des serres semi-circulaires, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Donc pour ces serres-là, vous prenez des serres avec des tubes de 32 mm minimum, hein, pour que ça soit costaud. Et là, vous êtes sur des rapports qualité-prix très intéressants, puis avec des surfaces du coup de serre très vite qui peuvent être pas mal importantes. Là, généralement, vous mettez une bâche par-dessus qui est diffusante également, donc vous n'avez pas de la lumière qui vient vraiment taper directement sur vos plants. Et là je m'avance un peu, mais je pense qu'en termes d'isolation thermique c'est presque meilleur qu'une serre en verre, hein, parce que bon, le plastique est certes très fin, mais je pense qu'il isole mieux que du verre, hein, parce que le verre conduit vraiment super bien la chaleur. Mais bon, là je m'engage un peu, peut-être que je dis des bêtises, hein. À mon avis c'est sûrement équivalent. L'intérêt de ces serres là de culture, c'est qu'elles sont pas chères, donc si vous avez de l'espace, c'est quand même le choix idéal, hein, pour avoir des grandes surfaces de serre. Par contre c'est beaucoup moins joli, hein, forcément, qu'une serre en verre. Et alors là, l'intérêt également de ce genre de grande serre tunnel, c'est que cette serre va pouvoir après vous servir également de serre de culture, où là vous allez pouvoir conduire votre culture
jusqu'au bout dans la serre, hein, parce que là on parlait jusqu'ici de serre à semis, hein, donc l'idée c'est juste de faire des plants et puis après de les envoyer au jardin. Voilà, mais après comme vous avez ce grand espace de serre, vous pouvez l'utiliser pour cultiver directement dedans et puis dans des conditions vraiment optimales pour vos légumes. Alors optimales, pas forcément partout, parce que si vous êtes vraiment dans un endroit où il fait bien chaud, méfiez-vous dans les serres, et des fois il vaut peut-être mieux cultiver en extérieur que dans la serre. On fera des vidéos un peu sur le sujet des serres de culture. Et donc moi j'ai choisi ce compromis de la serre armoire, hein, que je vous ai montré. Je vous ai fait des vidéos sur le sujet, sur comment je l'ai fabriqué, comment je l'ai installé. Donc avec elle est très bien isolée, donc du polycarbonate alvéolaire d'1 cm d'épaisseur partout. Sur la paroi au fond qui est orientée nord, et puis la paroi au fond au niveau du sol. Là il y a du polystyrène 4 cm d'épaisseur partout. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de fuite d'air de ci de là. Donc voilà, quelque chose de bien isolé pour éviter de chauffer les oiseaux comme dans ma serre Lidl précédente. Et en revanche, voilà, du coup le radiateur qui se déclenche, qui garantit que la température ne descende pas trop bas, et que mine de rien ça se déclenche pas tant que ça, parce que l'isolation est quand même assez bonne. Alors tout est relatif, hein, ça va vraiment dépendre de la température extérieure, hein. S'il fait moins 15 degrés, ça va pas être la même pour chauffer une petite serre comme ça, que si voilà, à l'extérieur il fait 0, 1 degré, puis que vous essayez de maintenir à 5 degrés. La consommation énergétique du fait de chauffer votre serre va beaucoup dépendre de l'écart de température entre la température que vous voulez dans votre serre et puis la température extérieure. Donc voilà, plus ça descend bas, plus ça va consommer fort, et puis si vous devez juste rajouter quelques degrés, ça va consommer un petit peu. Donc moi du coup, comme je suis du côté de Bordeaux, au sud de Bordeaux, j'ai un potager de 150 m². Le choix que j'ai fait, c'est de commencer la saison avec des serres en intérieur, hein, comme je vous l'ai pu les montrer, avec des éclairages artificiels, parce qu'il fait encore trop froid en extérieur pour déclencher des serres extérieures avec du chauffage. Ça coûterait trop cher en chauffage. Et puis en tout début de saison, on n'a pas besoin d'énormément de surface, on a juste quelques semis qu'on lance au début, quelques laitues, quelques poireaux, genre de choses, puis aubergines, poivrons qui vont venir rapidement, mais on n'a pas besoin d'une surface énorme, et donc juste une petite serre en intérieur, une petite pouponnière pour lancer ses premiers semis, ça fait largement le travail, et ça évite de se ruiner en chauffage avec une serre extérieure. En plus de ça, en extérieur, la lumière est quand même encore très faible en tout début de saison pour que les plants aient suffisamment de lumière. Donc commencer de janvier-mars en gros par des semis en intérieur, ça fait bien le travail. Par contre en mars, la place en intérieur va commencer à être vraiment trop réduite, puisque les poivrons, les aubergines, tout ça se seront bien développés. Et là je vais avoir les semis de tomates qui vont arriver, qui vont prendre pas mal de place, puis toute la deuxième session de semis qui va venir avec, je sais pas moi, des choux, des choses comme ça. Et là il va falloir libérer de la place, et c'est là que généralement je vais enclencher la serre armoire en extérieur. Les températures auront commencé quand même à pas mal monter, le chauffage va se déclencher un petit peu, mais de manière raisonnable. Il va pas tourner à fond en permanence pour lutter contre les températures extérieures. Du côté du sud de Bordeaux, ici, voilà, on a quand même des bonnes températures, et le chauffage va pas se déclencher énormément, ça va pas me ruiner. Donc généralement voilà, vers mars, mi-mars, c'est là que je vais commencer à installer la serre en extérieur, et que je vais commencer à sortir les plants que j'avais lancés, les premiers plants qui seront bien développés, je vais commencer à les sortir dans la serre. Et puis par contre je vais continuer à faire toute la germination, l'étape de germination dans la serre en intérieur, et puis dès que ça s'est un peu développé, ils vont partir dans la serre armoire extérieure. Alors dans la serre en intérieur, hein, vu que l'espace est vraiment très réduit et que les mètres carrés coûtent cher, je vais faire que des semis en alvéoles. Et puis l'idée après, ça va être de repiquer les plants une fois qu'ils auront bien rempli leur alvéole et qu'ils seront vraiment à l'étroit dans leur petit godet, de les repiquer dans des godets plus grands, hein, donc d'abord des godets de 7 ou de 8, donc ça c'est un godet de 8, et puis après voire même des godets de 1 litre, on en reparlera un peu plus tard de l'utilisation de ces godets-là. Mais voilà, donc l'idée pour optimiser l'espace du coup dans ces serres en intérieur, ça va être de partir sur des tout petits contenants, et puis après de faire grandir le contenant au fur et à mesure que la plante va grandir également et qu'elle va être à l'étroit dans son contenant. Si par contre vous n'avez pas cette contrainte-là, vous pouvez partir directement des semis dans des grands godets, ça vous évitera un repiquage, même si je suis pas forcément convaincu de ça, que ça soit top, hein, parce que ça va prendre de l'espace, ça va être plus compliqué à gérer. Voilà, le fait d'avoir vraiment tous ces semis dans un petit espace réduit, voilà, là il y a la place pour mettre par exemple 12 aubergines. Si je prends 12 aubergines et que je dois les mettre par exemple dans des godets de 1 litre, ça va me remplir carrément un grand bac, hein, alors que là ça tient juste là-dedans.
Donc voilà, c'est plus simple, et en plus pour gérer la quantité d'eau et tout, je pense que partir sur des petits contenants et puis faire grandir le contenant au fur et à mesure, je pense que ça reste une méthode valable, même si c'est un peu plus chronophage que de partir directement sur le contenant définitif. Mais voilà, si vous utilisez des serres en intérieur, de toute façon l'espace sera trop réduit, il va falloir partir sur des petits contenants puis faire grossir le contenant pour accompagner la croissance du plant. Donc pour en revenir du coup à mon installation, mi-avril, généralement, j'ai les derniers semis qui sont terminés. Je vais avoir les semis de cucurbitacées, donc courges, courgettes, concombres, melons, tout ça, qui auront germé. Donc tout ça, je vais faire ça en intérieur, ça va être les derniers semis. Ceux-là, ils nous demandent beaucoup de température généralement. Donc je vais vraiment bien les maintenir dans la serre en intérieur, la serre avec les lumières artificielles. Et puis le chauffage. Et une fois que ça aura germé, ça va partir dans la serre extérieure. Et là, en gros, j'en aurai fini avec l'utilisation de la serre en intérieur. En gros, à la mi-avril, c'est là que je vais pouvoir la débrancher. Donc à partir de là, tout a basculé sur la serre armoire en extérieur. Je n'utilise plus que ça. Le chauffage se déclenche quasiment plus à la mi-avril. Et je vais conduire mes plants comme ça 3 semaines, 1 mois, jusqu'au sein de glace, en gros, jusqu'à la période de la grande plantation. Et ils vont continuer à se développer 1 mois comme ça dans la serre. Et à la fin, la serre elle commence à vraiment être bien remplie. Hein. Il y a des plants vraiment de partout. Au moment où il est question il est temps de la vider pour les planter au jardin, souvent la serre est quand même bien remplie. Et donc à la mi-mai, là on a tout planté au jardin et là je vais commencer à démonter, à ranger également la serre armoire qui ne va plus me servir. Et là après, pour le reste de l'année, je vais faire tous les semis directement en place en extérieur. Donc voilà comment je m'y prends moi avec en gros 2 équipements comme vous avez pu le voir. Donc un premier équipement en début d'année avec les lumières artificielles, une bascule progressive vers le deuxième équipement qui est une serre extérieure, une serre armoire. Et puis après vers la mi-avril, j'éteins le premier, la lumière artificielle, je bascule intégralement sur la serre armoire et après j'éteins la serre armoire jusqu'à l'année d'après. Alors l'intérêt au passage de cette serre armoire, c'est qu'en été ça chauffe vraiment très fort et je peux m'en servir comme d'un séchoir solaire également. J'ai fait sécher comme ça pas mal de légumes, notamment des piments, pour après en faire du paprika derrière. Donc voilà, serre armoire comme je vous ai montré là, c'est également un séchoir solaire. Alors voilà, c'est moi qui suis en train de faire le montage, qui coupe la vidéo, qui fait une petite intervention. Parce que je parle de mon cas en particulier, mais voilà, j'oublie un peu de parler du cas un peu en général, à savoir quel choix faire selon votre situation. Alors, si vous avez un tout petit potager, vous pouvez vous en tenir du coup à la méthode gratuite, faire derrière des fenêtres au sud, sortir les plants en journée. Voilà, ça fait bien le travail, surtout si s'il faut être présent. Mais si vous êtes présent et que le potager est relativement petit, vous pouvez très bien vous en sortir comme ça. Si vous avez commencé à avoir un grand potager au-dessus de, on va dire 100 mètres carrés, là, ça va demander pas mal de place pour gérer tous les semis. Et là, je vous invite à aller regarder au niveau de la carte des climats de Potager Coach et notamment la couleur des différents points de climat selon que vous êtes en rouge, en jaune, en bleu clair ou en bleu foncé pour savoir si vous allez avoir besoin d'une serre de culture ou non pour faire le potager. Alors ces points de couleur indiquent en gros est-ce que vous avez besoin d'une serre de culture pour pouvoir cultiver des légumes d'été que sont tomates, poivrons, aubergines, les 3 légumes d'été classiques. Donc ça ne dit pas du tout sur le fait de faire des légumes en hiver ou d'avoir une serre sur le reste de l'année, c'est vraiment rapport aux cultures d'été. Mais c'est un bon indicateur quand même de la douceur du climat et dans quelle mesure en fait le climat va supporter que vous cultiviez les tomates en extérieur. Donc si vous êtes sur un point rouge, a priori, vous n'avez vraiment pas besoin de serre de culture. Ça va même plutôt être contre-productif en été. Vos légumes risquent d'avoir trop chaud sous la serre. Alors sauf à utiliser la serre plutôt presque pour refroidir par rapport au climat extérieur, en utilisant du blanc d'ombrage pour transformer votre serre en structure d'ombrage. Mais bon, voilà, pour un petit jardinier particulier, normalement une serre comme ça, dans les régions très chaudes, c'est pas forcément utile. Et puis il faut avoir une serre du coup qui puisse s'ouvrir sur les côtés, qui laisse bien passer l'air, et ça devient juste un peu un toit en fait pour protéger vos tomates de la pluie et pas beaucoup plus. Donc voilà, dans les régions vraiment très chaudes, vous n'allez pas avoir forcément besoin de serre de culture, donc une pépinière à semis, oui, pour pouvoir faire vos plants en avance, parce qu'en hiver il fait quand même relativement froid, on essaie d'avancer ses plants. Par contre, une serre pour cultiver toute la culture en entier dessous, a priori vous n'en aurez pas besoin. Sur les points jaunes, là on peut s'en passer de serre de culture, là moi c'est mon cas, je m'en passe, mais voilà, je pense que typiquement sur les tomates, j'ai des cultures de tomates qui se finissent relativement tôt, genre vers septembre, mi-septembre, fin septembre. Avec une serre de culture, je pourrais les emmener beaucoup plus loin, et puis même les commencer aussi plus tôt. Donc moi je pourrais commencer vraiment à gagner, à cultiver sous serre de culture, mais bon, on s'en passe, on a quand même une période de culture suffisamment grande. Donc
a priori, sur le point jaune, on peut se passer de serre de culture. À partir des points bleus, ça devient vraiment intéressant d'en avoir une, parce que le climat se refroidit. Puis alors les points bleus foncés, là, ça devient quasiment indispensable, parce que sans serre de culture, vous pourrez pas vraiment faire de légumes d'été. Donc selon que vous utilisez une serre de culture ou pas, la situation va être très différente. Donc si vous n'utilisez pas de serre de culture, vous vous retrouvez un peu dans la situation dans laquelle je suis, avec un grand potager. Et là, ça peut être vraiment une bonne option de faire l'installation telle que je l'ai faite, avec une petite étagère ASMI en intérieur avec des lumières, et après une bascule progressive vers une étagère ASMI, enfin une armoire ASMI en extérieur, ou une serre ASMI en extérieur, enfin une installation pour les SMI en extérieur. Donc ça, c'est une bonne option dans ce cas-là. Si par contre vous avez une serre de culture, vous pouvez largement vous passer de ces deux installations. Donc vous pouvez utiliser la serre de culture pour faire vos semis qui sont pas trop frileux. Alors tous les semis frileux, vous les faites à l'intérieur, hein, mais il y en a pas tant que ça des semis frileux, hein, parce que vous allez avoir en gros une plaque de 12 aubergines, une plaque de 12 piments. Vous allez avoir après les tomates qui vont venir un peu plus tard, mais ça va déjà être plus tard en saison. Et puis rapidement après, quand vraiment les grands froids seront passés, vous pourrez les mettre dans la serre extérieure avec quelques protections, mais vous pouvez du coup faire ça avec votre serre extérieure. Et puis il y a également plein de semis que vous allez pouvoir faire directement dans la serre extérieure, hein, qui sont pas aussi frileux que les légumes d'été. Par exemple, vos poireaux, vos laitues, vous n'êtes pas obligé de les mettre à 18 degrés en intérieur. Hein. S'il fait 10-12 degrés et puis que ça gèle un petit peu de temps en temps, ils vont très bien passer au travers. Et il faut toujours garder à l'esprit que vous pouvez toujours faire germer vos légumes en intérieur. Pour la germination, ils n'ont pas besoin de lumière, ils ont juste besoin de chaleur. Et puis une fois qu'ils ont germé, vous pouvez, là il va falloir leur donner de la lumière, et là vous pouvez les sortir dans la serre extérieure. Parce que souvent, les légumes vont avoir des températures de germination qui sont un peu plus élevées que leur température idéale pour pousser. Donc c'est souvent pour faire germer les graines, hein, qu'on a besoin de chaleur. Et on peut très bien faire ça sans lumière, hein, donc pas besoin forcément de mettre ça sous éclairage ou ce genre de choses quand il s'agit juste de faire germer. Par contre, dès que ça a germé, dès que ça commence à sortir, il faut les mettre à la lumière, et là vous pouvez les sortir dans la serre de culture. Et d'ailleurs, c'est à noter qu'il y a pas mal de plantes, hein, qui aiment pas les grosses chaleurs. Hein. Vous regardez des légumes comme la mâche, la laitue, les choux, les poireaux, au-dessus de 30 degrés, ils vont vraiment pas aimer, et dans les serres, ça peut monter très fort en température. Ça peut être intéressant pour ces légumes-là de se faire une pépinière ASMI un peu à part, qui chaufferait un peu moins en journée. Donc on peut imaginer par exemple faire un châssis qui s'ouvre de manière automatique pour évacuer la chaleur, hein. Donc ça, c'est une petite installation que j'ai faite récemment, qui marche bien. On peut imaginer également utiliser un tunnel nantais pour faire ce genre de semis, mais par contre il faut être présent pour l'ouvrir, hein, pour éviter que ça chauffe de trop en journée, et puis le refermer la nuit. Voilà, c'est des légumes qui craignent moins le froid, hein, donc si ça gèle un petit peu, c'est pas trop grave. Par contre, ils vont craindre plutôt la chaleur, donc ça peut être intéressant de se faire une petite zone de semis particulière pour ces semis qui sont moins frileux et par contre qui craignent le chaud. Et enfin, faut noter qu'on n'est pas obligé de tout faire. On peut très bien faire une partie ou une autre de toute cette problématique de faire ses plants. Moi, la méthode que j'ai utilisée, c'est vraiment une méthode qui correspond à quelqu'un qui n'a pas de serre de culture, qui a un potager assez grand et qui veut quelque chose qui fonctionne sans être présent en permanence. Voilà, donc c'est le choix que j'ai fait. Mais selon vos critères, vous aurez forcément des choix différents. Alors quelque chose qu'il est possible de faire si vous êtes vraiment bien équipé et que vous avez beaucoup d'espace de serre, c'est d'avancer en fait toutes les dates de semis de 2 semaines à 1 mois, de manière à arriver à la période de la grande plantation avec des plants vraiment bien développés. Mais vraiment bien développés, c'est-à-dire des poivrons et des aubergines qui font quasiment 40 cm, des tomates également vraiment bien avancées. Alors, moi je l'ai fait déjà plusieurs années, ça marche très très bien sur les poivrons et les aubergines. Les tomates, les résultats sont un peu plus mitigés parce que les conditions sous serre elles ont du mal avec la chaleur qui se développe sous serre. Elles ont un peu filé et tout, c'était un peu moins convaincant, mais alors sur les poivrons et les aubergines, c'était quand même quelque chose d'assez dingue. Alors comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure que la plante grandit, on la repique de contenants petits en contenants de plus en plus grands. Donc on va commencer par les alvéoles, après on va partir sur du godet d'huître, et normalement on s'arrête au godet d'huître, hein, si on s'en tient aux dates qui sont dans le calendrier des semis. Généralement, on fait 2 mois de culture pour les tomates et puis 3 mois de culture pour les poivrons et les aubergines. Mais si on veut avancer encore un peu plus, on va utiliser des godets encore plus grands, donc des godets de 1 litre, où là on va les repiquer encore une fois supplémentaires. Et là c'est pour ça qu'il faut de l'espace, hein, parce que ça prend beaucoup d'espace au sol, hein. Si vous mettez 12 plants comme ça, vous en mettez 3 par 4, ça vous remplit vraiment une belle surface.
Et là, du coup, vous refaites une étape supplémentaire de repiquage, de rempotage, plutôt, je dis repiquage, mais c'est plutôt du rempotage, puisqu'on on prend tout le pot et on le met dans un pot plus grand, de manière à faire en sorte qu'il puisse refaire une étape supplémentaire de croissance et d'arriver au potager avec des plants très développés. Donc c'est là, quand j'ai fait ça, avec vraiment une longue période en godet, que sur la fin, j'ai eu quelques pucerons sur les plants, mais globalement, voilà, c'est un petit problème que j'ai pu constater, mais ça arrivait une ou deux fois. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais comme je vous dis, il faut être équipé. Mais alors si vous arrivez à le faire, moi la fois où j'ai réussi à le faire, j'ai récolté mes premiers poivrons et aubergines mi-juin, fin juin, entre mi-juin et fin juin, j'ai fait les premières récoltes de poivrons et d'aubergines. Donc pour moi c'est du jamais vu, donc c'est une manière d'avoir des légumes primeurs aussi, c'est de commencer vraiment très tôt et de faire tenir votre plant bien longtemps dans le pot. Alors il faut se méfier quand même, hein. Il arrive un moment où ça devient contre-productif, hein. Si le plant végète trop, il patauge trop dans son pot, il va finir par s'abîmer, puis vous allez voir derrière qu'il va pas forcément très bien donner, il va mal se développer et tout, donc c'est une certaine limite quand même cette technique là. Au bout d'un moment, quand le plant est vraiment bien développé, il est temps qu'il parte au jardin, il faut pas trop le laisser traîner non plus. Donc voilà, vous pouvez rajouter je pense 2 semaines à 1 mois, je dirais 2 semaines sur les tomates, 1 mois sur les poivrons et les aubergines, c'est jouable. Mais voilà, il faut être équipé en pot plus grand. Donc moi ce que je vous conseille comme ça, c'est des pots de 1 litre en polypropylène. Voilà, c'est des pots qui se cassent pas, ils sont très costauds. Ça vaut à peu près 50 centimes le pot, je crois, si je dis pas de bêtises. Et après, voilà, ça vous permet d'arriver vraiment au jardin avec des plants assez impressionnants. Donc voilà, là on a parlé en gros de l'équipement qu'on va utiliser pour faire pousser nos plants, donc l'équipement, le grand contenant dans lequel on va poser nos plants, mais maintenant on va s'intéresser à tout le petit matériel qu'on va utiliser du coup pour faire ces semis nous-mêmes, nos semis qu'on va faire pousser en intérieur. Alors du coup, le premier matériel auquel on va s'intéresser, ça va être le contenant dans lequel on va mettre notre semis. Alors le contenant le plus petit que vous allez pouvoir utiliser, ça va être des plaques alvéolées comme ça. Alors ça, c'est des plaques qui étaient beaucoup plus grandes, que j'ai coupées à la disqueuse, parce que j'aime bien moi avoir des quantités de 12. Je trouve que 12, c'est vraiment une bonne unité pour les semis. Ou en tout cas, éviter d'avoir des plaques trop grandes, pour avoir après éviter d'avoir plusieurs choses dépareillées sur une même plaque, se retrouver à une plaque où il y a de la betterave, de l'œillet d'Inde et puis des tomates. Ça va poser problème pour l'arrosage. S'il y en a une que vous voulez déplacer un peu la lumière à la chaleur, vous devez tout emmener ensemble, alors qu'elles n'ont pas forcément les mêmes besoins et tout. Donc je vous conseille plutôt d'avoir des petites plaques avec des petites quantités. Alors après, voilà, adaptez ça à la taille de votre jardin, mais pour un potager, comme je vous dis, jusqu'à 100-200 mètres carrés, voilà, des plaques de 12, je trouve que ça fait bien le travail. Et donc vous allez pouvoir utiliser comme ça des plaques alvéolées. Alors vous voyez, il y a un trou en dessous, donc ça maintient bien la terre, mais après quand le plant s'est développé, on peut passer le doigt et puis faire sortir du coup la motte, et puis récupérer du coup notre motte avec le petit plantule. Alors souvent c'est des plaques qui vont servir pour un premier semis, qu'après on va rempoter, repiquer dans des contenants plus grands. Alors moi ce que j'ai eu longtemps utilisé, c'est les plaques comme ça, c'est Norten qui vend ça coûte pas très cher, c'est vendu par plaque de 3, ça vaut une dizaine d'euros, et après on peut les découper juste au ciseau. C'est un plastique assez fin, assez mou, c'est pas hyper costaud, mais enfin globalement moi je les ai utilisés pendant des années, et ça fait bien le travail. Le truc que je leur reproche à la rigueur, c'est qu'elles sont très coniques. Donc le volume de terre qu'elles peuvent contenir est quand même relativement faible, et qu'il faut rapidement en fait repiquer dans quelque chose de plus grand, avec ces alvéoles là, mais pour faire germer, c'est vraiment pas mal. Et puis comme je vous le dis, le prix est quand même relativement abordable, pour une dizaine d'euros. On a largement les plaques qu'il faut pour un potager de 200 mètres carrés. Alors après vous avez les plaques, ça par exemple je crois que j'ai trouvé ça chez Magellan. Donc là c'est du plastique plus rigide, plus solide, donc là il n'y a pas de souci. Par contre à découper c'est plus compliqué, parce que là il a fallu que je sorte la disqueuse, j'ai pas pu faire ça juste avec des ciseaux. Et voilà, par contre la taille de l'alvéole est quand même plus grande, et puis on peut passer le doigt comme ça directement, on a quelque chose de plus fonctionnel, mais c'est quand même plus cher et un peu plus compliqué à découper, à mettre en place. Alors moi l'équipement que je préfère pour faire les semis, je trouve que c'est le meilleur compromis, j'en ai essayé beaucoup. Et c'est celui-là, c'est quelque chose que j'avais trouvé sur Amazon. Vous avez, c'est en 3 éléments comme ça. Vous avez une petite terrine dans laquelle vous allez pouvoir mettre ces alvéoles-là qui font une taille vraiment très intéressante, je trouve. Elles font en gros 3 cm et demi en gros de largeur. Et c'est vraiment une bonne taille parce qu'il y a quand même un bon volume de terre. En plus elles sont quand même bien rectangulaires, donc
Voilà, on peut mettre un bon volume de terre, on peut garder les plants relativement longtemps dedans, voire même par exemple pour des salades et tout, on peut les maintenir dedans jusqu'au bout, jusqu'à la plantation, c'est suffisamment grand pour aller jusqu'au jardin. Et là on est sur une quantité de 12, et en plus de ça vous avez un petit couvercle. Alors là vous avez une sorte de petit truc qui permet de l'ouvrir, de le fermer, mais moi je l'ai toujours laissé fermer. Et donc vous avez un petit couvercle qui permet de garder l'humidité une fois que vous avez fait votre semis. Sans avoir à surveiller, à arroser, puisque l'humidité reste dans la boîte, elle ne peut pas s'échapper. Et donc vous mettez une quantité d'eau au début, puis jusqu'à la germination, vous n'avez plus à vous en occuper, vous mettez ça dans là où vous voulez que ça germe. Donc moi, dans mon cas, ça va être dans mon meuble éclairé. Et voilà, une fois que ça a germé, après je peux enlever le couvercle et là commencer à m'occuper d'arroser. Donc voilà, ça c'est quand même super simple, c'est un équipement que j'aime beaucoup. Alors c'est un petit investissement à faire au départ, mais en plus c'est costaud, ça bouge pas. Moi je les ai depuis des années et puis ça fait bien le travail. Donc voilà, moi c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'est ces équipements-là. Parce qu'après vous pouvez trouver vraiment tout type d'équipements. Alors j'avais acheté ça aussi par exemple, voilà, avec des grandes plaques alvéolées en plastique rigide. Alors ça je déconseille fortement, déjà c'est assez cassant, même limite coupant en plus sur les côtés. Et puis c'est trop grand, honnêtement, pour un petit potager familial, il n'y a pas besoin d'autant d'alvéoles. En plus, pour sortir les plants après, avec le petit trou derrière, on se fait super mal aux doigts. Moi j'avais fait un semis comme ça de petits pois avec ces plaques-là, donc quand on doit faire des grosses quantités quand même, par exemple sur des petits pois, hein, quand vous faites un semis de petits pois, vous n'allez pas vous amuser à en mettre 3 godets, hein, il vous en faut beaucoup. Voilà, là vous avez des plaques, alors je sais pas combien il y en a du coup dessus, 6 par 2, 4, 6, 8, 9. Il y a 54 trous dedans. Voilà, mais je trouve que je vois pas tellement qu'est-ce qu'on peut faire en termes en 54 unités au jardin. En termes de quantité, c'est trop important. Voilà, et puis du coup c'est pas du tout versatile en termes d'utilisation, donc je vous déconseille de partir sur vraiment des choses trop grandes comme ça. Essayez plutôt d'avoir plusieurs petits équipements sur lesquels vous allez pouvoir jongler facilement, et puis en déplacer un et puis pas l'autre et tout, plutôt que d'avoir une grande plaque où il y aura tout dedans. Alors ce que vous allez avoir par contre, ça va être des sortes de mini serres, donc ça je m'en sers plutôt du coup pour dans ma serre intérieure. Hop. Donc je vais pas utiliser la plaque perforée comme ça, mais par contre ça va me servir, ou typiquement si j'utilise des petites alvéoles comme ça, je vais les mettre à l'intérieur, et après je vais mettre le couvercle. Je vais mettre le couvercle de sorte à ce qu'elle soit recouverte, notamment dans la serre intérieure où j'ai un chauffage soufflant, pour éviter que le chauffage soufflant vienne taper directement sur mes alvéoles. Voilà, je les protège en les mettant du coup dans une serre comme ça individuelle. Alors des serres individuelles comme ça, il y en a d'autres, hein, d'autres types. Il y avait ça, on trouvait ça à une époque chez Lidl, je crois, mais ils ne les font plus. Leur dernière serre, là, je les déconseille fortement, en plastique très fin et tout, je les ai essayées, j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc ça, c'était les anciennes serres Lidl, elles étaient vraiment top, mais ils ne les font plus. Vous avez qui est correct, vous avez les serres de chez Action. Elles sont pas très chères en plus celles-là, moi j'en ai plusieurs. Le format est pas fou, la taille est pas super utilisable je trouve, et puis là, elles sont trop hautes, donc bon, elles sont pas fifou, mais elles ont le mérite d'être pas chères, et elles ont le mérite d'exister parce que celles-là n'existent plus. Celles-là c'était vraiment les meilleures, mais on les trouve plus. Alors, chose qu'on n'a pas évoquée également pour faire les semis, c'est ce qu'on va appeler les terrines. Donc là, on a parlé de faire des semis en alvéole, mais ce que vous pouvez faire également, c'est faire les semis directement dans une boîte comme ça, où vous allez mettre du terreau, et puis semer directement dedans. Alors souvent, quand on fait des semis en terrine, ce qu'on conseille de faire, c'est de faire des trous au fond quand même pour que ça draine, éviter qu'il y ait trop d'eau. Alors bon, une fois que vous serez un peu expérimenté, vous serez en mesure de, juste en sous-pesant la terrine, de savoir s'il y a trop d'eau ou pas dedans, et puis s'il y a besoin d'en rajouter ou pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai qu'au début ça peut être intéressant de les percer. Alors ce que vous pouvez utiliser d'ailleurs pour ça va être des bacs de poissonniers par exemple, qui sont vraiment idéaux pour faire des terrines comme ça à semis. Donc là l'intérêt, on va semer vraiment plein de plants directement dans notre terrine. Ils vont pas être isolés les uns des autres par des alvéoles, donc là les racines vont se croiser les unes les autres et tout, donc l'idée après ça va être de les repiquer dans des contenants plus grands. Mais voilà, ça va être un peu plus délicat
pour faire le repiquage, puisqu'on va être quasiment sur du repiquage en racines nues, puisqu'on va devoir sortir les plants de la terrine, et donc les racines vont être plus ou moins dégagées de leur terreau, alors que quand on utilise des alvéoles, eh bien on prend toute l'alvéole avec le terreau dedans, et puis on va repiquer notre plant dans quelque chose de plus grand, par exemple un godet plus grand, et lui le plant il n'aura rien vu au niveau de la racine et tout, il n'y aura quasiment rien qui aura bougé, on aura juste pris toute la motte et on l'aura déplacé dans quelque chose de plus grand, alors que quand on est sur du semi en terrine, ben là forcément on brusque un peu plus la plante. Mais bon, quand les plantes sont toutes petites, hein, globalement ça repart bien quand même. Mais moi j'aime bien l'idée quand même que chaque plante ait sa petite alvéole, puis après on repique ça facilement. Même si, en fait, souvent, je me retrouve par sécurité, j'ai tendance à mettre 2 graines par alvéole, et souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai les 2 graines qui germent, et puis que ça m'embête, du coup, de jeter un des 2 plantules, donc souvent, je me retrouve quand même à séparer les plantules et à les repiquer à moitié en racines nues, même en utilisant des alvéoles. Voilà, mais ça, vous verrez ça avec la pratique, ça viendra. On fera de toute façon une vidéo plus tard dans la formation sur le semis, et notamment le semis en contenant. Et donc, on a parlé après de repiquer ou rempoter nos plants, parce que repiquer, c'est quand on est en racines nues, et rempoter, c'est quand il y a toute la motte qui vient avec. Et donc on a parlé de rempoter nos plants dans les contenants plus grands. Et là vous allez en gros avoir 3 types de contenants. Donc vous allez avoir les godets de 7 cm en gros. Voilà, c'est ce genre de godet là. Vous allez avoir les godets de 8. Alors voilà, je le mets à côté. Je ne sais pas si on voit bien. Celui-là est plus petit. Hein. Voilà, je les mets à côté. Voilà. Celui-là a l'air un tout petit peu plus petit, mais en fait, en termes de volume, celui-là il fait quasiment moitié moins que celui-là. Hein. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais dès qu'on parle de volume, ça joue très vite. Hein. Voilà, ça c'est un godet de 7, ça va être le genre de godet dans lequel vous allez trouver par exemple les plants de fraisier, ce genre de choses. Et ça c'est un godet de 8, ça va être le genre de godet dans lequel on va vous vendre les plants de tomates. Donc ce que vous pouvez faire pour avoir ce genre de godet, c'est essayer de justement, quand vous achetez des plants au début, c'est de garder tous les godets dans lesquels ils sont vendus, même s'il y en a de moins en moins des godets, hein, ils font un peu des économies comme ils peuvent pour essayer d'empêcher que les prix montent de trop, donc il y a de moins en moins de godets dans les plants qu'on achète. Mais voilà, globalement, vous pouvez essayer de récupérer les godets comme ça, essayer autour de vous d'en récupérer, puis sinon ça se commande, hein, ça s'achète. Voilà. Donc godet de 7, godet de 8, et puis après le troisième godet, ça va être du godet de 10. Voilà, donc ça c'est les godets que je vous en ai parlé juste avant, en polypropylène, un peu incassable. Et là vous avez quasiment 1 litre de contenance, donc à chaque fois vous avez quasiment le volume qui double entre chacun des trois godets. Voilà, hop. Quand vous passez de gauche à droite, à chaque fois vous doublez la quantité de terre qu'il y a dans votre contenant. Donc ça vous permet comme ça à chaque fois de redonner en fait un boost à votre plante en lui rajoutant du terreau. Et donc le terreau va venir avec tous les éléments nutritifs qui sont contenus dedans. Et du coup, ça va vous permettre de lui redonner un peu à manger. Puis les racines vont pouvoir se rétendre un peu plus, recoloniser le nouveau contenant, et ainsi de suite. Comme ça, vous faites grossir le contenant au fur et à mesure que votre plante se développe. Et alors, chose qui peut être intéressante également à garder hein, sur les godets comme ça, c'est les sortes de clayettes dans lesquelles ils sont vendus. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez garder. Ça peut être sympa pour les manipuler assez facilement par paquet entier. Ah, voilà, j'ai que 5 rouges, tant pis, je vais mettre un bleu. Voilà, là par exemple, là j'en ai 6. Ça c'est pour des godets de 8. Et ça c'est une clayette pour godet de 7. Donc voilà, ça pareil, essayez de les garder, ça peut pas mal servir. En plus de ça, ça peut servir également de protection contre les oiseaux au jardin, ces petites clayettes. Hop. Vous mettez ça par-dessus votre semis, typiquement un semis de petits pois que les pigeons ils aimeraient bien les manger. Et vous posez votre clayette par-dessus votre semis, il va prendre la lumière et du coup les oiseaux ils pourront pas y accéder. Donc ça peut également servir de protection contre les ravageurs, contre les oiseaux. Alors chose que j'aime bien moi également, c'est utiliser des godets de couleur. Ça permet de se simplifier l'identification des plants, hein, parce que si jamais vous faites plusieurs variétés d'une même plante, hein, d'aubergines, plusieurs variétés de poivrons, plusieurs variétés de tomates, pour vraiment éviter de les mélanger et être sûr que vous avez telle ou telle tomate, il faut mettre quasiment une étiquette par plant parce que on se retrouve toujours à déplacer des godets et puis du coup ce faisant, s'il n'y a pas une étiquette par plant, on ne sait plus quelle tomate est laquelle. Et on se mélange. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est pour me simplifier la tâche, parce que j'aime pas mettre des étiquettes, c'est vraiment quelque chose que je trouve pénible. J'en mets une et puis moi ça me suffit. Mais souvent je mets une étiquette pour 6 plants et puis après j'essaie de les laisser ensemble dans le même godet pour être sûr que voilà, dans la même clayette, en me disant toutes les pots qui sont dans la même clayette c'est tel type de plant avec une seule étiquette pour les 6. Mais on finit toujours par se mélanger, ça part toujours en embrouille et tout et au final on finit par se perdre. Donc moi ce que j'aime bien faire au final, c'est utiliser des pots de couleur. Et donc par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, je vais prendre genre par 6, voilà, hop.
je vais prendre 6 pots par exemple dans lequel je vais mettre mes tomates d'une variété, je vais mettre l'étiquette que dans un seul des pots, puis je saurai que tous les autres pots de la même couleur, c'est la même variété, et là il n'y a pas de possibilité que je m'embrouille, que je me mélange. Donc voilà, les pots de couleur, c'est une bonne technique pour se faciliter la tâche au niveau de l'étiquetage des plants. Et puis éviter de se mélanger avec les variétés. On joue sur la couleur et puis tous les plants qui ont la même couleur de peau sont de la même variété, et comme ça on évite de s'embrouiller et puis sans avoir à mettre une étiquette par pot. Donc on a vu les contenants, maintenant on va s'intéresser au terreau, parce qu'il va savoir que la terre qu'on va mettre dans notre contenant, donc là pour le coup il y en a certains qui préconisent de faire son propre terreau à semis. Moi je vous le déconseille fortement. Si vous faites votre propre terreau, vous allez avoir des choses qui vont germer dedans, parce qu'il n'aura pas été, il sera pas assez suffisamment monté en température pour bien le nettoyer des graines de mauvaises herbes qui auraient dedans, et donc vous allez avoir d'autres choses qui vont germer dans votre terreau. En plus, comme il n'aura pas été monté en température, il n'aura pas été non plus nettoyé des maladies, enfin notamment des champignons. Vous pouvez avoir de la fonte des semis, votre semis se développe, et là il y a un champignon qui vient vous manger votre semis, donc vous allez perdre pas mal de choses. Et quand vous avez lancé un semis, puis que 10 jours après en fait il meurt, que vous le perdez parce que le terreau est pas bon et tout, il faut recommencer, et en fait ça coûte très cher en fait, hein, ça vous met en plus dedans en termes de planning pour votre saison et tout. Donc sur le terreau, franchement moi c'est une dépense que je conseille de faire quand même, c'est d'acheter un terreau propre du commerce, au moins pour les semis, hein, vraiment pour se sécuriser la partie semis et éviter d'avoir des problèmes. Donc voilà, on peut trouver du terreau directement marqué fait pour les semis. Donc ça c'est idéal. En plus généralement vous allez avoir un terreau où il y aura un terreau très fin, puis avec des sortes de petites billes blanches de perlite qui gardent l'humidité. Donc voilà, ça c'est les terreaux, ils sont très bien pour faire les semis. Sinon vous pouvez également utiliser un terreau universel que vous allez tamiser. Voilà, vous prenez un tamis comme ça, vous tamisez votre terreau pour enlever les morceaux les plus gros. Et là, vous retrouvez derrière avec un terreau très fin qui fera très bien le travail pour faire le semis. Alors ça, c'est du terreau qui a quasiment 1 an, donc il est très sec. Je ne suis pas sûr qu'il soit très propice encore à faire des semis. Mais voilà, puis je vous conseille du coup également d'avoir des boîtes comme ça pour pouvoir manipuler ça sans en mettre partout. Voilà, voilà, pour le terreau, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Pas besoin de se prendre la tête. Moi, je vous conseille, comme je vous dis, de partir de terreau du commerce. Alors on passe à l'arrosage. Alors pour l'arrosage, moi ce que je vous conseille, moi ce que j'utilise maintenant aujourd'hui, c'est voilà, une sorte de pulvérisateur comme ça, on pompe, hop, et après on pchit, voilà, et ça envoie de l'eau. Moi je trouve ça très pratique, c'est très commode. Voilà, moi je vous conseille d'utiliser ça, mais j'ai fait très longtemps sans ça, hein. Pendant très longtemps j'ai fait juste avec un petit pulvérisateur à gâchette comme ça fait très bien le travail. Ça fait les doigts. C'est un peu plus compliqué à utiliser, mais bon, ça coûte rien, alors que ça quand même ça coûte, c'est un petit budget. Donc voilà, moi j'ai longtemps fait avec ça et ça marche très bien. Également, ce qui est intéressant à voir, c'est des arrosoirs avec des becs longs. Alors c'est pas celui que j'ai le plus long en termes de bec, attendez, je vais le chercher. Voilà, en termes d'arrosoir à bec long, voilà, j'ai celui-là. Franchement, c'est super pratique d'utilisation, ça permet d'aller chercher les plants qui sont relativement loin dans le meuble, assez en profondeur. Voilà, et donc ça c'est pas mal pratique. Les arrosoirs, vous allez pouvoir vous en servir pour mouiller par en dessous, un tout petit peu, vous mettez un petit peu d'eau au fond. Et puis ça par contre on va plutôt essayer de s'en servir pour mouiller par le dessus. Voilà, et puis ça c'est quand on fait notre semis, puis après une fois que ça a germé, on va surtout arroser par le dessous, hein. Voilà, on arrose par bassinage, et l'eau remonte par capillarité dans notre semis. Et après, on n'a plus trop besoin d'arroser par-dessus. Donc dès que le plant s'est un tout petit peu développé, on n'utilise plus vraiment les pchits. Là, on va utiliser plutôt l'arrosoir, on va arroser par-dessous. Alors après, on va regarder un peu tous les petits équipements qu'on va utiliser pour faire les semis. Donc il va nous falloir des graines, hein. Donc on fera une vidéo dédiée aux graines. On reparlera de tout ça. Il va nous falloir également un petit semoir, petit outil très pratique pour faire les semis, qui permet d'être précis. Voilà, vous voyez, il y a différentes tailles de trous sur le semoir, je ne sais pas si on les voit bien, voilà, hop, puis du coup on met nos graines dans le semoir, on referme, et puis après on fait pouf 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 pouf, et puis comme ça on peut bien doser la quantité de graines qu'on met. Un truc que j'aime bien utiliser également, c'est un petit entonnoir, hein, si jamais on a mis trop de graines, pour pouvoir bien les remettre dans le paquet. Alors soit on fait directement avec le semoir, mais sinon on peut passer par l'entonnoir pour être sûr de ne pas en perdre et d'en mettre partout.
Alors après, oui, bah, du coup, une paire de ciseaux également, dédiés. Moi, je vous conseille, pour éviter d'avoir tout le temps courir partout pour aller en chercher. Ça vaut plus très cher maintenant des paires de ciseaux. Chez Action, on en trouve vraiment à des prix très raisonnables. Voilà, pour ouvrir correctement vos paquets, et pas faire n'importe quoi. Notamment aussi couper vos étiquettes si jamais elles sont trop longues. Voilà. Alors, bah, après, du coup, ce qu'on va utiliser, bah, c'est des étiquettes, hein, forcément, pour pouvoir bien étiqueter nos semis. Et puis bah, après, pour écrire sur l'étiquette, hein, hop, crayon, gomme et taille crayon. Voilà, je vous conseille d'avoir tout. Comme ça, vous êtes pareil, là, vous ne courez pas partout. Et puis, vous avez un truc comme ça dédié pour les semis. Et vous avez une petite boîte, comme ça, vous mettez toutes vos affaires. Qu'est-ce qui va me servir d'autre encore souvent? Une éponge. Parce que souvent on salit pas mal et tout, on peut faire ça sur les tables de cuisine ou voilà un endroit où on va mettre un peu de terreau à gauche à droite et tout. Donc, voilà, un petit coup d'éponge, ça va bien servir. Également, ce que j'ai, c'est une fourchette. Alors ça, la fourchette, ça va pas me servir au moment du semis, ça va plutôt me servir au moment du repiquage, notamment avec ces alvéoles là. Voilà, je vais aller chercher du coup, comme ça, par le côté, hop, et je sors l'alvéole, et après, du coup, je prends mon godet de 8 là, et hop, je l'ai pré-rempli un peu de terreau, et je le dépose comme ça avec la fourchette, et c'est comme ça, ça va tout seul. Donc petite fourchette, pareil, dédiée. Donc là, je vous conseille de vous faire une petite boîte avec tout ce petit matériel-là, et puis ça sert uniquement pour les semis. Les ciseaux, ils restent pour les semis, hein, ils ne servent pas après pour aller faire autre chose et tout, pour éviter d'avoir à courir partout. Puis comme ça, quand vous faites vos semis, vous êtes sûr d'avoir votre petit matériel. Ça vaut rien maintenant, ce genre de petit matériel, on trouve ça vraiment pour 3 fois rien. Donc autant avoir un petit matériel dédié. Bon, alors on en a déjà parlé dans la vidéo. Moi, ce que je vous conseille fortement d'utiliser, ça va être des plateaux après pour pouvoir gérer vos plants, notamment une fois qu'ils seront dans des godets. Hein, ça peut vite prendre de l'espace et tout pour pouvoir déplacer ça facilement. Voilà, des grands plateaux comme ça, je vous conseille vraiment d'utiliser ça. Alors ça, généralement, ça c'est des bacs de jardinière. Alors j'avais trouvé ça une époque à Villaverde, mais je crois qu'ils les font plus. On peut les trouver sur Amazon, ce genre de choses. Des grands bacs comme ça. Ça valait pas très cher à l'époque. Maintenant, le prix du plastique a beaucoup monté, donc c'est pas forcément très abordable. Il y en a qui utilisent des grands plats en inox qui servent pour les cuisiniers aussi notamment. On peut utiliser des bacs à gâcher également pour les maçons. Enfin, voilà, on peut utiliser pas mal de choses. J'avais trouvé, alors moi le mieux que j'avais trouvé c'était ces bacs là. Voilà, ça valait une dizaine d'euros. C'était vendu chez Lidl, mais ils ne les refont plus. Alors voilà, monsieur Lidl, hein, si jamais vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, refaites ces bacs là. Ils étaient vraiment parfaits pour mettre notamment les plants à bassiner. Donc voilà, ça c'était vraiment nickel. Voilà, puis après on peut mettre différentes tailles hein, selon les quantités qu'on veut mettre. Alors des petites jardinières, des bacs carrés, voilà, vous voyez, tout type de taille. Hop, hop là, hop là, hop là, voilà, ça s'emboîte. Ça c'est vraiment top, hein, pouvoir manipuler vos semis dans les serres, hein, pouvoir les déplacer facilement. L'intérêt également, ça va être que vous allez pouvoir arroser par bassinage. Hein. Donc l'idée, ça va être de mettre de l'eau dans votre plateau. Alors il faut qu'il soit bien plat hein, par contre. Hein. D'ailleurs, moi j'ai des petites réglettes en bois et tout pour ajuster les niveaux, pour faire en sorte que ça soit bien plat. Et puis après, vous avez de l'eau qui va se mettre, vous mettez un petit centimètre d'eau au fond de votre plateau et puis après les godets vont boire par en dessous et ça vous permet d'arroser tous les plants d'un coup sans risquer d'abîmer en arrosant par le dessus et tout, en mettant de l'eau partout et tout. Là vous touchez pas aux plants, vous les abîmez pas, vous arrosez par en dessous puis l'eau va remonter par capillarité dans les plants. Donc ce genre de plateau, franchement voilà, ça c'est quelque chose d'indispensable pour faire ses propres semis, c'est super pratique d'utilisation. Et alors en termes d'arrosage, hein, pour faire bassiner les plants, il existe aussi ce sort de couverture en fait, hein, c'est des nappes d'irrigation qu'on va pouvoir mettre au fond typiquement de ce genre de plateau. Voilà. Et puis on va mouiller la nappe et puis elle va garder l'humidité. Ça évite que le plant il baigne dans l'eau et en même temps il va pouvoir trouver de l'eau dans la nappe. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut utiliser pour faire de l'irrigation vraiment au plus propre et tout. Alors moi je l'avais acheté mais je ne l'ai pas encore testé, ça j'ai encore jamais essayé. Je suis pas convaincu que ça soit vraiment super indispensable et puis en plus j'ai un peu peur que du coup après ça se retrouve tout sale avec de l'eau pleine de terreau dedans et tout. Donc voilà, j'avais acheté pour essayer, je ne l'ai pas encore fait, il va falloir que je m'y colle un de ces quatre. Alors du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire ces plans soi-même? Je vous avais fait toute une vidéo où j'avais fait quelques petits calculs savants pour essayer de comparer en fait, le fait d'acheter ces plans et puis l'investissement nécessaire pour les faire soi-même, hein, parce que c'est quand même pas mal de dépenses. Hein. Vous avez vu, j'ai déballé pas mal de choses. Alors je vous ai expliqué quand même, il y a une méthode zéro budget, hein, si vous êtes présent pour rentrer, sortir vos plans et tout, que vous avez une fenêtre bien exposée au sud ou des conditions vraiment favorables.
Vous pouvez faire ça vraiment avec des tout petits moyens. On n'est pas obligé de partir sur ce genre d'équipement. Les équipements que je vous ai montrés, c'est vraiment des équipements qui demandent un minimum d'intervention. Hein. Donc les serres avec des chauffages automatisés, tout ça, ça permet de fonctionner sans être présent en permanence. Moi, c'était un peu une des conditions sine qua non pour le potager. Mais voilà, si vous avez de la présence et que vous êtes là pour rentrer, sortir, ouvrir, fermer, ce genre de choses, vous pouvez vous en sortir avec des équipements beaucoup plus abordable. Pareil, hein, voilà, vous pouvez typiquement sur un équipement comme ça d'arrosage, vous pouvez partir là-dessus, ou vous pouvez partir là-dessus, ça doit valoir 1,50 €, 2 €. Enfin, voilà, on peut partir sur des petits moyens. J'ai fait du coup tout un comparatif comme ça en gros de est-ce que ça vaut le coup de faire ces plans ou pas, et globalement dès qu'on dépasse 30 mètres carrés de potager, ça devient rentable de faire soi-même ces plans, et puis plus le potager grandit, plus c'est rentable. Donc voilà, par contre il faut faire ça sur la durée, hein, parce que voilà, il faut amortir l'investissement, la dépense en matériel sur la durée, mais si vous faites ça sur la durée, le potager, et que vous êtes sûr de votre coût, ça vaut le coup de faire ces plans. Donc voilà, pour commencer, peut-être vous pouvez juste partir sur le fait d'acheter des plans dans le commerce, hein, donc en jardinerie, on peut en retrouver également chez les pépiniéristes, ou sur les vide-greniers au moment de la saison de la plantation, souvent on en trouve pas mal, pour éviter, si jamais vous n'êtes pas sûr de vouloir faire ça sur la durée, le potager, évitez de partir sur plein de dépenses qui vont pas être amorties, qui vont pas servir. Si par contre vous êtes sûr de votre coût, ça peut vraiment être intéressant de faire soi-même ces plans. Et en plus c'est quand même super intéressant, hein, de partir depuis la graine pour faire ces légumes jusqu'au bout. C'est quand même un peu plus le level au-dessus que d'acheter des plans déjà tout prêts, et puis de juste faire la dernière étape de la culture, où on emmène le plan de la plantation jusqu'à la récolte. Si on peut faire l'étape également du semis jusqu'à la plantation, là on monte d'un level, et franchement c'est super sympa. C'est un super hobby en plus, enfin, franchement moi je vous le conseille. C'est assez chronophage quand même, hein, forcément ça va vous prendre un peu de temps. Ça peut être aussi un peu des contraintes aussi, hein, en termes de présence et tout, donc voilà, forcément ça complique un peu le potager, mais ça peut avoir son intérêt d'un point de vue rentabilité, et puis d'un point de vue intérêt également de tout ça. Donc là voilà, je vous indique en gros les chiffres que j'avais déduits de cette vidéo que j'avais faite en février 2024, avec voilà, c'est à rapporter après à l'évolution des prix année après année, mais on voit quand même bien le fait que plus le potager est grand, plus c'est intéressant, jusqu'à atteindre vraiment des sommes relativement conséquentes. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon tour de toute cette question de faire ses propres plans soi-même, avec toute cette question de serre, de contenant, tout ça. Voilà, il y a pas mal de choses à aborder. La vidéo, je pense, aura été un peu longue. Eh, la chouette, là! Donc voilà, je pense que la vidéo a été un peu longue, mais complète. Voilà, on en a fini avec ce chapitre de la grande formation Potager Coach, et on se retrouve pour un prochain chapitre dans une prochaine vidéo. À bientôt!